Bonjour à tous et félicitations, si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog, et je démarre immédiatement pour les choses vues récemment, alors presque vues récemment, Avatar 3, parce que vous étiez beaucoup trop nombreux à me dire non mais tente-le, etc. Alors je l'ai tenté, et j'ai échoué. Néanmoins, bon, le pitch, rapidement on retrouve la famille, hein, évidemment, qui est endeuillée par la perte d'un fils et de leur territoire originel. Ils ont trouvé refuge chez un peuple de l'eau, mais sont toujours recherchés malgré le danger. Ils décident d'entreprendre un grand voyage pendant lequel ils sont attaqués par un peuple voisin, emmené par une chef particulièrement féroce qui va vite s'allier avec les vilains humains. C'est moi qui le dit ça. Les ennemis sont partout, la famille de Jake Sully éparpillée. Quels sacrifices vont-ils encore devoir consentir pour se sauver eux-mêmes ainsi que leur peuple et leurs valeurs surtout? Je l'ai lancé vraiment en me disant allez, sois bon public, apprécie ce qui t'est proposé, etc. J'ai donc arrêté au bout d'un peu moins d'une heure. Voilà, une fois qu'il y avait vraiment la grosse scène d'action, l'attaque, tout ça, parce que jusqu'alors, je somnolais, hein, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai mais j'en ai déjà parlé, hein, moi je regarde ça et c'est l'inverse de tout le monde, c'est-à-dire que je suis pas émerveillé du tout, je trouve que c'est laid, mais c'est personnel, hein, c'est subjectif, c'est de l'art. J'ai l'impression de regarder des schtroumpfs anorexiques qui chevauchent des volailles géantes, enfin, je trouve ça vraiment nul, mais voilà, je dis pas que ça l'est, je dis que moi je trouve ça complètement inintéressant. Et après, il y a vraiment le choix, comment dire, artistique. Les paysages, les créatures, ça ne me plaît pas, ça ne m'impressionne pas, je trouve même pas que c'est original vraiment. Et la prouesse, je m'en fiche en fait. Moi, je suis là pour qu'on me raconte une histoire et qu'on me fasse rêver, etc. Et l'histoire, je la trouve d'une banalité. Enfin, c'est... Je conçois que c'est en grande partie pour les enfants, mais évidemment le public ne se limite pas aux enfants, il n'y a qu'à voir les scores. Non, je trouve que c'est fainéant, enfin médiocre même, enfin narrativement parlant, je veux dire. Voilà, donc j'attendais qu'il se passe quelque chose, hein, enfin tout simplement, à part les petites chouineries, le casque qui marche pas, enfin bon. Et au moment où il y a vraiment la première énorme scène spectaculaire d'action, je regardais ça, je me suis dit ça ne me plaît pas, tout simplement ça ne me plaît pas, donc laisse les gens qui apprécient cet univers, cette façon de raconter, j'allais dire pas grand chose, mais on n'est pas obligé de raconter des trucs hyper complexes non plus toujours, apprécier le truc et toi voilà quoi. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais au sujet d'un autre film il y a pas très longtemps, c'est-à-dire que là réellement donner un avis sérieux, argumenté, machin, ça n'a aucun sens, puisque d'entrée de jeu, je n'apprécie pas vraiment... J'ai adoré le premier film, hein, je le rappelle, mais le deuxième m'a complètement laissé sur le bas-côté, et là, le troisième, c'est pire. Mais vraiment, je comprends pas. Donc des fois, on comprend pas, en fait, le truc, ça, on loupe le projet, je sais pas comment dire. Moi, je regarde ça, je vois que ça a coûté 250 millions de dollars. Ça me... je sais même pas quoi dire, en fait. Je rappelle que j'adore James Cameron, hein, c'est pas du tout... je suis pas un hater qui, par principe... non, il y a énormément de ces films que j'adore, et je regrette tellement que il ne consacre pas les dernières années de sa vie, parce qu'il est quand même plutôt jeune, à des films originaux plutôt qu'à des suites comme ça, où moi, de mon regard, ça n'apporte rien, c'est un enfin on dirait un feuilleton, mais vraiment... voilà, j'aime pas quoi. J'ai également regardé, alors là, vraiment le ton va changer du tout au tout de la semaine dernière où je m'extasiais vraiment de... Ah non, il y a des trucs que j'ai kiffé quand même, attendez. Bon, par contre, Dolly. Dolly, qui n'est pas malheureusement, un biopic sur la vie et la carrière de Dolly Parton, ça ce serait vraiment passionnant. Je vous fais le pitch qui est très simple. Une jeune femme est enlevée par un être monstrueux qui veut l'élever comme sa propre enfant. Son conjoint, gravement blessé, c'est moins qu'on puisse dire, part à sa recherche. Donc tout ça, c'est en milieu hostile de la nature, etc. Alors j'ai une question. De qui se moque-t-on? Voilà. De qui se moque-t-on? Voilà. Ça, c'est la version calme. On a donc ici, pour résumer, c'est le vide. C'est le vide total. Avec une idée. Et l'idée, que je trouve extrêmement mauvaise, c'est, et si on prenait Leatherface, de Massacre à la tronçonneuse donc, et que on changeait juste 2-3 trucs, par exemple, là ce serait une meuf, quoi, et au lieu d'avoir un masque en peau de chair humaine, elle aurait une tête en porcelaine géante de poupée, et elle serait obsédée par les poupées, et voilà. Alors donc pour résumer, celui-là j'ai regardé jusqu'au bout, même si la dernière demi-heure, je vais pas vous mentir, j'ai fait un petit peu d'accéléré quoi.
Et oui, et un truc que je fais jamais. Hein. Mais là, bon, 1h20. 1h20 d'ennui face à un plagiat très médiocre, hein, donc de Massacre à la tronçonneuse, et en même temps qui pille 1 milliard de petits films d'horreur des années 70. On a une image volontairement ultra dégueulasse, avec un grain énorme. Enfin, mais là, c'est mal dosé, Kevin. Non, c'est mal dosé. Et un scénario, là par contre, involontairement dégueulasse et creux. Enfin, rien ne va, hein, de mon point de vue. Hein. Il y a zéro travail sur l'intrigue. Les persos, quoi, ils sont peu nombreux. Hein. En gros, il y en a 3. C'est le vide, le vide total. T'as l'impression que je sais même plus, je sais pas qui est le ou la coupable de ce truc. La personne n'a rien compris à ce qu'elle a copié en fait. C'est-à-dire que contrairement à Leatherface dans le premier Massacre à la tronçonneuse, hein, je parle pas des suites bien évidemment, j'ai noté son nom. C'est une catcheuse qui se fait appeler Max the Impaler, qui donc interprète avec d'énormes guillemets la tueuse. Soit elle n'a pas le talent de Gunnar Hansen, Leatherface dans le film de Toby Hooper, soit elle est très mal dirigée. Peut-être les deux, ou plus probablement pas dirigée du tout. Parce que rien se dégage de ce personnage, mais vraiment rien. Et c'est là qu'on réalise le talent du mec dans Massacre à la tronçonneuse, parce que y a rien de flippant dans son expression corporelle à cette nana. Il y a aucun malaise particulier qui se dégage. Je sais pas. Sur moi, je veux dire, rien n'a fonctionné, mais visiblement, je ne suis pas le seul dans ce cas. Et là, vraiment, tu te rappelle, enfin moi ça m'avait de toute façon marqué, hein. Massacre à la tronçonneuse, c'est un film qui m'a traumatisé. Après je l'ai vu très jeune, hein. Je l'avais lu au vidéoclub, mais bon. Le travail des gestes, de posture de Leatherface par Gene Hansen dans Massacre à la tronçonneuse, c'est du génie. C'est vraiment ultra malaisant, extrêmement flippant, et il n'y a pas besoin de scène gore, elle te tombe dessus, mais il n'y a pas besoin de ça pour être très très mal. Devant Massacre à la tronçonneuse et le personnage de Leatherface. Là, c'est exactement l'inverse. Tu te fous complètement de la survie de cette meuf. Et alors, la tortionnaire, c'est boring, quoi. C'est juste ça. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. On s'en fout. On se fout complet de tout, quoi. Et la fin est ridicule. T'es tellement convenu et prévisible. À peine croyable, quoi. Alors, voilà. Il faut éviter, hein, ça, évidemment. À l'inverse, Crime 101, donc Crime 101, je sais pas comment on dirait chez nous, réalisé par Bart Layton avec Chris Hemsworth, Mark Ruffalo et Halle Berry, je crois on dit, et Barry Keoghan que j'adore, ça a une tête tellement bizarre. Là par contre, 2h20 de régal. Je vous fais le pitch. Des vols de bijoux de la haute joaillerie ont eu lieu sur la côte pacifique des États-Unis. La police établit un lien avec les cartels colombiens, mais l'inspecteur Lou Snake a une autre piste, celle d'un voleur fantôme qui cherche à réaliser le vol ultime après toute une série donc de vols opérés le long de la route 101. Grosse reco. C'est pas un chef-d'œuvre, comment dire, ça réinvente absolument que dalle, mais tout est maîtrisé, c'est très réussi. Des scènes de braquage, de course-poursuite, mais jouissif. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est à côté de ça, c'est un film qui prend son temps pour poser les personnages, poser le contexte, la tension, les problèmes d'éthique, les choix moraux quoi, qui sont faits par les personnages. Il y a des séquences quasi contemplatives de la ville la nuit, mais c'est tellement beau, j'ai surkiffé quoi. Alors Chris Hemsworth dans un jeu tout en retenue, c'est cool. Il m'a pas mal surpris. Il y a 2-3 scènes de dialogue, notamment il y en a une que je trouvais extraordinaire dans une salle de resto, quoi, avec Alberi, où il y a vraiment un jeu entre les deux qui est parfait, quoi. C'est pas du tout décevant, la fin est géniale, enfin j'ai trouvé. Hein. Donc ça c'est ma reco, voilà. Ma reco de la semaine. Je vais conclure avec un documentaire, Billy Idol Should Be Dead, que j'avais vu en fait juste après avoir enregistré le GDV de la semaine dernière, mais du coup je pouvais pas en parler, puisque c'était déjà enregistré. Mais oui, bah voilà, du coup. Il a un gros documentaire, plus de 2 heures, sur la vie de ce type, que moi donc vous savez, j'adore, je me suis régalé. Ce que je trouve intéressant, c'est que visiblement c'est un docu qui plaît également à des gens qui sont pas fans particulièrement de Billy Idol, mais qui n'ont rien contre lui bien évidemment, et qui sont curieux aussi de l'époque, puisque là on a toute la naissance et le règne du mouvement punk londonien qui est traité avec la formation de Generation X, donc le
premier vrai groupe de Billy Idol avec son pote Tony James. Tony James, dont je vous ai parlé un milliard de fois, puisqu'il est le leader et créateur de Zig Zig Sputnik, que j'adore. Son départ aux États-Unis, les conditions de ce départ également, le début de sa carrière solo, l'explosion, enfin comment dire, dans des proportions que lui-même n'avait pas absolument pas envisagées, de son succès, quoi, les tubes sur tubes sur tubes, enfin c'est quand même très très impressionnant. Les excès, la drogue, voilà, ce que j'adore avec Billy Idol, surtout l'homme qu'il est devenu aujourd'hui, c'est qu'il a un regard à la fois pas tolérant mais compréhensif et en même temps implacable sur l'homme complètement perdu qu'il était, parfois la sale personne qu'il pouvait devenir. Et voilà, il y a tout un passage avec des témoignages très intéressants, donc il y a beaucoup de témoignages de proches. Il y a également la femme qui a le plus compté dans sa vie qui témoigne et elle lui fait pas que des cadeaux, quoi. Le ton m'a énormément plu, c'est ce qui en fait d'ailleurs, je pense, un documentaire factuellement de grande qualité. Il y a aussi tout un passage vers la fin sur l'héritage artistique, l'influence de Billy Idol sur les artistes pop, rock, punk, heavy metal, enfin c'est considérable. Et j'ai beaucoup aimé parce que voilà, on a des témoignages assez brefs, mais voilà, de vedettes de tout bord, et qui explique à quel point c'est pas juste un artiste qu'ils apprécient. Pour eux, c'était, je sais plus c'est qui dit, je crois que c'est Miley Cyrus qui dit rock god, quoi. C'était vraiment le boss d'une certaine vision du rock'n'roll. Ce qui moi après personnellement m'a beaucoup intéressé, c'est toute la période du premier album studio, le premier véritable album studio, je veux dire, qui se forçait, donc l'assistant de George Moroder, cette volonté de Billy Idol, l'idée du génie qu'il a eu de toute sa vie, je pense, de fusionner le disco et le punk, enfin le rock punk, ce qui donnait du coup effectivement ces chansons super énervées, très péchues, mais avec du synthé, des sonorités de batterie qui rappelaient parfois la boîte à rythme, enfin quelque chose de très chaud dans les sons, très suave et tout, dance floor à mort, quoi. Et moi c'est ça que j'ai tellement adoré chez Billy Idol dans les années 80, notamment quand j'étais jeune ado. Donc immense reco. Voilà, à moins que vous soyez allergique au bonhomme, ou là bon ça sert à rien. Mais même si juste vous aimez bien, mais que vous connaissez mal, là vous êtes pas prêt, parce que sa vie est dingue. Hein. Donc Billy Idol Should Be Dead, c'est le titre parfait, parce que très rapidement cet homme aurait dû mourir. Bon, et puis ça n'a pas cessé de se reproduire. C'est-à-dire qu'il a échappé à la mort un nombre de fois assez étonnant, notamment durant les années 70-80, début 90 même on pourrait dire. C'est passionnant, absolument passionnant, et beaucoup d'images d'archives, il y a des images animées qui recréent certaines situations qui sont décrites par les intervenants, et ça j'ai adoré, d'ailleurs c'est très bien illustré, j'ai beaucoup aimé le graphisme en fait de toutes les séquences de dessins animés on pourrait dire. Et on a des images inédites de toute période, enfin c'est un régal. J'ai même découvert, moi j'avais jamais vu les séquences tournées pour Terminator 2, où Billy Idol, certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, devait jouer le T-1000. Finalement, ça n'a pas pu se faire, puisqu'il se remettait de son accident et il était physiquement incapable de courir. Or, voilà, vous m'avez compris, enfin, si vous avez vu Terminator 2... Si tu peux pas courir, c'est mort. Cameron lui avait dit, à l'heure actuelle, les effets, enfin la technologie ne me permet pas de te faire courir de façon numérique, plausible, sur trop de scènes, etc. Donc finalement, ça ne s'est pas fait, mais il y a eu des séquences tournées, et j'avoue, on voit donc Billy Idol en tenue de T-1000, ça le fait de ouf, mais bon, c'était évident. Hein. Grosse reco également. Et j'enchaîne immédiatement avec les questions reçues. Actua Ciné, c'était plutôt distribué dans les cinémas, non? Alors non, tu confonds, oui, avec les magazines, effectivement, qu'on avait dès les années 80, il me semble, qui étaient offerts dans les salles de ciné. T'allais au cinéma et puis t'avais des petits bacs avec des magazines gratuits qui te parlaient des sorties ciné à venir, actuelles, etc. Je me souviens plus des titres de ces revues, qui était très mince, évidemment, c'était gratuit. Je sais que ça a changé au fil des ans. Moi, ça fait un moment que j'en vois plus quand je vais au ciné, mais il y a encore 4-5 ans, il y en avait, il me semble. C'est même sûr. Enfin, au CGR, près de chez moi, il y en avait des magazines. Là, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus. Bref. Mais non, moi, si tu regardais quand je feuillette, tu as bien constaté que ça ne parle que de sorties vidéo. De sorties vidéo club, je veux dire, avec les dates de disponibilité en vidéo club. Donc non, c'était le penchant, on va dire, vidéo club, des revues gratuites qu'on avait dans les salles de cinéma. Est-ce que tu votes? Oui. Alors je vote, mais c'est pas, comment dire, d'abord ça peut changer, enfin, et d'ailleurs la preuve, je suis pas quelqu'un qui a toujours voté de la même manière durant toute sa vie, et je suis quelqu'un par contre qui a beaucoup voté en traînant les pieds, c'est-à-dire, mais c'est parce que j'estime que c'est assez grave la suppression du droit de vote, enfin, genre,
On peut voter dans notre pays, c'est important. Enfin, voilà. Donc, oui, je vote, mais parfois, enfin même souvent, je suis pas là avec les gens qui sont convaincus, voilà, convaincus, militants et machin. Moi, pas du tout. Enfin, et c'est jamais arrivé d'ailleurs, voilà, malheureusement pour moi. Comment interprètes-tu la seconde partie du clip Black or White de Michael Jackson où on le voit danser sans musique, crier et casser une voiture des vitrines avant de se retransformer en panthère? Oh bah je l'avais vu, enfin je l'avais vu et je le vois toujours, hein, un peu comme tout le monde. C'était pas très compliqué, me semble-t-il, à interpréter. C'était l'expression, alors c'était pas très compliqué, mais c'était très impressionnant, très surprenant de la part de Michael, je veux dire, qu'il aille si loin. C'est quand même quelque chose c'était presque une première à ce niveau-là, je veux dire. Moi, je voyais ça comme l'expression de sa, j'allais dire sa colère, mais là, enfin dans le clip, c'est de la rage, hein, vraiment, face aux répressions sociales et politiques, les inégalités du système, les injustices. Le racisme, tout ça, enfin, c'était ça, quoi. Après, ça a été vu comme une... il y a eu un scandale, un scandale. Oui, une grosse controverse, on va dire. Toute une partie des médias ont décidé d'interpréter ça comme une éloge, en fait, de l'émeute, un appel aux émeutes, quasiment. Est-ce que je peux... Oui, enfin, alors bon, à ce niveau-là... d'un côté je comprends, et d'un autre côté pour moi tu joues au con. Donc voilà, ça a été censuré, les graffitis, les trucs bidules. Alors, je disais, pour moi c'était la première fois que Michael était aussi virulent sur des sujets sociaux, enfin de société vraiment concrets, quoi. En réalité, il va retenir la leçon, enfin c'est mon interprétation, hein, puisque peu après il va recommencer, mais différemment, et de façon beaucoup plus percutante avec They Don't Care About Us, où à nouveau il va s'attaquer au système, dénoncer les injustices, etc. Mais alors là, de façon tout aussi violente, mais par le texte. Et c'est tellement plus efficace. Alors, on me fera remarquer, et non sans raison, que un point commun entre ces deux chansons, enfin entre ce clip et cette chanson, c'est que They Don't Care About Us a également subi la censure, aussi bien d'ailleurs sur une partie des textes que sur le clip, puisqu'il y a donc 2 clips vidéo qui existent. Alors aujourd'hui on les trouve, les gens sont calmés, donc on les trouve tous les 2, mais on avait refusé de diffuser la version prison, voilà, que vous pouvez trouver sur YouTube sans aucun problème, et c'est donc là qu'il y a eu la version Brésil, qui est extraordinaire, hein, que moi limite je préfère, et dans le contexte, on pourrait en parler des heures, hein, du clip au Brésil. C'est passionnant, vous connaissez sûrement la petite histoire de la protection qui a été faite de Michael, non pas par les autorités compétentes qui avaient refusé de s'en occuper parce qu'elles disaient que c'était pas possible, et finalement c'est, on va dire, des cartels, des gens peu recommandables, voilà, on va dire des quartiers, des favelas, qui ont proposé de s'occuper de la sécurité de Michael Jackson, et il y avait même un des dirigeants qui avait dit, des dirigeants de ce cartel, vous m'avez compris, qui avait dit jamais Michael n'aura été de sa vie autant en sécurité que durant ce clip, on s'y engage, quoi. C'est assez génial. Te souviens-tu en 1986 des groupes précurseurs de l'électronique music, 16 bits, Off, Off, je me souviens, Confetti, je me souviens très très bien, et mon préféré, Falco. Alors 16 bits, je vois pas du tout ce que c'était. Off, je vois, mais j'étais pas super fan. Confetti, non, j'étais pas fan du tout. J'avoue, j'étais pas fan du tout, je peux pas comparer à des trucs que je déteste aujourd'hui, mais c'était trop rigolo, festif, etc. C'était eux qui avaient fait The Sound of Sea, un truc comme ça, mais c'était pas nul, hein. Alors, par contre c'était pas mauvais, hein, du tout, mais bon, c'était pas ma cam. Alors par contre, Falco, j'en ai parlé longuement il y a 1 an, je sais même plus trop pourquoi j'ai parlé beaucoup de Falco il y a 1 an, je sais plus. Peu importe. Ah, et j'en parlais même dans la vidéo que j'ai fait avec mon pote Captain Crochet sur une vidéo exclusive que vous pouvez trouver sur ma chaîne consacrée au One Hit Wonder, donc les artistes qui n'ont eu qu'un seul énorme tube. Alors Falco, j'en ai parlé et c'était pas tout à fait vrai parce que en réalité il a eu 2 tubes, mais il y en a un, le plus gros et de très très loin quand on regarde les ventes, c'est Amadeus. Rock Me Amadeus, que je vénère. Et d'ailleurs, je t'ai ressorti pour toi exprès 2 maxi que j'avais acheté à l'époque, tellement j'étais fan de ce truc, et surtout tellement les remixes extended, etc. étaient dingues de dingue. Vous pouvez sûrement les trouver d'ailleurs sur SoundCloud ou YouTube, ça c'est sûr, et je vous les recommande très 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 chaleureusement. Donc ça, c'est un des maxi avec sorti de l'époque, hein, avec des remixes et tout, que j'avais acheté, et après je tombe là-dessus. Je regarde, je vois qu'il y a des remixes totalement différents, avec des versions longues et tout, et du coup j'ai acheté les 2, et les 2 sont fabuleux. Donc oui, mon préféré, moi, de très très loin de tout ce mouvement, c'est Falco, tout comme toi.
Tu devrais changer de caméra car la résolution est insuffisante et tu es flou, c'est assez désagréable. Ouais, je suis absolument désolé, je m'en suis rendu compte en revisionnant brièvement la vidéo une fois qu'elle était mise en ligne sur YouTube, puisque dans mon retour de preview, j'étais ultra net, donc je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je passe plus de temps à m'occuper de ça, je suis absolument désolé, hein, tu as totalement raison, c'est super désagréable. Alors là, vraiment... c'est comme un très mauvais son, c'est insupportable, mais alors une image floue, bon. Et je suis étonné d'ailleurs que voilà, vous êtes adorable et vous êtes très tolérant. Surtout avec moi visiblement, parce que j'ai eu très peu de remarques, voire même une seule, je crois que c'est la seule que j'ai reçue. Alors que ouais, sur la dernière vidéo c'est chaud quoi. Mais alors ça arrive de temps en temps, je ne sais pas, mise au point, qu'est-ce qui se passe. Faut que je passe un peu plus de temps sur mes réglages, hein, clairement. C'est pas le matos, hein, j'ai une Logitech HD 920, je sais plus quoi là, qu'ont beaucoup de youtubeurs, qui ont une qualité d'image remarquable, et d'ailleurs elle pourrait, enfin la caméra en fait, ma webcam elle peut aller beaucoup plus... haut encore en qualité que ce que moi je la programme, hein. Je mets en 1080 parce que ça me suffit quoi, mais concrètement 1080 c'est censé être super net quoi, tu ne dois pas être flou quoi. Voilà, alors est-ce que c'est les réglages dans OBS? Moi j'utilise OBS, je ne sais pas, j'ai essayé un petit peu de retraficoter récemment là, enfin à la lecture de ton message, mais il faut que je regarde plus de tutos, des trucs comme ça. C'est pas un problème de matos, hein. La cam elle est bonne, l'ordi il a largement de quoi me faire un rendu correct, donc je ne sais pas pourquoi par moment c'est de la merde. mais j'en suis vraiment désolé par contre. Je suis confus, je regarde tes vidéos avec mon fils de 10 ans, ah ouais là c'est ma fête, et je vais arrêter. Voilà, je vais arrêter, car tu prononces beaucoup trop de gros mots. C'est sûrement comme cela que tu parles dans ton quotidien, mais pour l'éducation de mon fiston, ce n'est pas possible. Point d'exclamation. C'est plutôt, mais pour l'éducation de mon fiston, c'est pas possible. Dommage, car je trouvais tes critiques et souvenirs intéressants. Donc là, je réponds, mais en fait, tu ne verras jamais ma réponse, puisque tu vas arrêter de visionner. Alors, je suis d'accord avec toi, complètement, hein, enfin, je vais pas me défausser, je suis d'accord avec toi. Alors, les gros mots, je sais pas, enfin, j'ai pas l'impression d'utiliser des gros mots très souvent, d'abord, enfin, sincèrement. Et en plus, j'ai pas l'impression d'utiliser des gros mots qui traumatiseraient un gamin de 10 ans, enfin, surtout de nos jours. Hein. Bon, mais alors par contre je respecte totalement ton choix, enfin genre, et alors, tu ne parles pas de ça du tout, tu te dis je vais arrêter de regarder avec mon fils à cause de tes gros mots. Moi si j'avais un gosse de 10 ans, je ne laisserais pas regarder les vidéos de la fuite en vidéo, mais pas pour les gros mots du tout, hein, pour le contenu. Voilà, je te rappellerai qu'il y a 15 jours, je sais pas quoi, sans aucun gros mot, hein, j'ai raconté que tout enfant, j'avais surpris ma mère en train de sniffer de la cocaïne, puis mon père, et je relate, enfin... Ça m'arrive de parler de choses qui sont pas du tout pour un gamin de 10 ans, tout à fait normalement, sans aucun gros mot, hein, sans aucune vulgarité. Donc pour moi, c'est pas tellement le langage voilà, grossier parfois, enfin pour moi vraiment c'est très rare. Hein. Ou alors peut-être quand je dis putain, enfin c'est un gamin de 10 ans qui a pas entendu un adulte dire putain, fais chier, je sais pas quoi, il est... Je ne sais pas. Donc bref, voilà. Mais je comprends, enfin en tout cas je respecte complètement, mais je ne changerai pas, enfin je vais pas m'empêcher de dire... con, ou enfin je sais pas quel est le gros mot qui t'a choqué, au point de se dire je vais arrêter de regarder. Mais par contre oui, enfin même pour les autres, hein, ne regardez pas mes vidéos avec votre enfant de 10 ans, enfin 10 ans c'est trop jeune, je trouve, hein, 12, 13, là par contre ça peut, enfin pour moi à 12-13 ans, de nos jours, malheureusement, je parle de rien qui puisse choquer quoi. Ton avis sur le scandale du CNC Talent? Ah mais oui, putain, il y a tellement de merde dans le monde chaque jour que au bout d'une semaine t'as oublié ce qui s'est passé dans l'actu quoi. Mon avis sur le scandale du CNC Talent, mais pour moi la base, le CNC Talent c'est un scandale déjà à la base, le concept je veux dire du truc, c'est une honte. Enfin je veux dire... c'est quand même financé avec nos taxes, puisque c'est un des arguments. Non, c'est pas vos impôts, c'est vos taxes. Enfin, oui, lol, d'accord. Donc avec notre pognon, hein, quand même. L'État dilapide des sommes hallucinantes. J'avais noté 2-3 trucs. 140 000 euros, enfin plus de 140 000 euros de subventions versées à une chaîne de merde qui a 24 abonnés et 6 vidéos. C'est une plaisanterie. Je dis chaîne de merde, je sais même pas, et d'ailleurs, voilà, je vous le dis pas exprès, je sais même pas comment elle s'appelle, je sais même pas de quoi elle parle, mais rien ne justifie que tu touches plus de 100 000 euros de l'État quand t'as 24 abonnés et que t'as fait 6 vidéos. Enfin, je suis désolé, hein. À moins que sur les 6 vidéos, il ait 10 milliards de vues, mais c'est impossible. Aucune chaîne qui a 24 abonnés fait 1 million de vues par vidéo. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais noté brièvement
Oui, une autre chaîne dont la youtubeuse siégeait à la commission du CNC Talent et qui s'est pris, enfin qui a reçu, on va dire, pardon, pas qui s'est pris, hein, qui a reçu plus de 50 000 euros de subvention, voilà, pour faire de la merde. Hein. Waouh. Et parce que quand tu regardes très rapidement des likes de lecture de bouquins, non mais c'est une blague, quoi. Enfin, comment, en fait, tu peux obtenir du pognon sans justifier à quoi ça va servir, visiblement, parce que ça sert à quoi? À rien, ils le foutent dans la poche. Ça se voit pas à l'écran, c'est ça que je veux dire. C'est pas genre, je pars en voyage en Éthiopie, machin, et là oui, ok, il te faut peut-être 15 000 euros pour l'avion, te loger. Non, là, c'est pas ça du tout. Et effectivement, il y a eu cette streameuse que je ne connaissais pas et dont j'ai déjà oublié et le nom et la gueule, extrémiste, enfin extrême gauche, pas quoi, qui se vante, donc de choisir voilà, les bénéficiaires en fonction de leurs opinions politiques personnelles. Non, même pas du contenu, hein. Mais genre limite, j'imagine elle enquête un peu. Ah, tu veux faire une vidéo sur les dessins animés, mais je constate que tu n'es pas l'extrême gauche, donc non, tu n'auras pas d'argent. Oh bordel, mais non, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? Or bon là, oui, c'est lamentable. Enfin, ce serait dans l'autre sens, hein. Mais les gens seraient hystériques parce que là finalement, bon, voilà, les gens ils sont un peu rouspétés, puis c'est passé comme une lettre à la poste. Ça aurait été une nana d'extrême droite qui aurait dit. Moi, dès que je perçois que la personne est de gauche, c'est niette. Elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de subvention de l'État. Passons là-dessus. As-tu vu la bande-annonce du prochain Spielberg avec un scénario de David Koepp? J'avais beaucoup aimé son adaptation de Fenêtre secrète de Stephen King. J'avais beaucoup aimé Fenêtre secrète avec Johnny Depp, pour son ambiance surtout. Et je trouvais même que c'était très bien développé, enfin pour une nouvelle, hein, c'était une nouvelle. Donc oui, j'ai vu la bande, enfin j'avais vu le teaser, là j'ai vu la bande-annonce, et je suis très impatient. Je pressens un très bon film, donc bon, j'espère que je serai pas déçu. Petite question, je suis dans Paris 15e, j'ai 56 ans, et môme, je traînais au Gaumont Convention, comme moi. Le Ciné Saint-Charles, pareil, et le Grand Pavois. Ça t'arrive de revenir sur Paris, dans ce quartier, pour une balade nostalgique. PS, ça a bien changé et pas quand bien. Alors je reviens très régulièrement dans le quartier Convention en tout cas, puisque c'est là qu'habite ma mère. Alors pas à Convention même, hein, mais elle habite pas très loin de Boucicaut et Félix-Faure. Voilà, et quand j'arrive à Paris, de la gare, tout ça, je descends à Montparnasse et après je prends le métro jusqu'à Convention. Donc à chaque fois je me retrouve place de la Convention, une place que j'ai tellement connue enfant puis même jeune adulte, hein, parce que pendant de longues années j'ai habité à côté du métro Vaugirard, donc juste à côté. Et donc non, je me balade pas parce que ça me déprime en fait. Ça a beaucoup changé, comme tu dis, et pas en bien, ça c'est absolument certain, c'est le constat que je fais également. Et ça me rend nostalgique parce que bah ouais, moi je me souviens déjà de l'époque où il y avait deux cinémas, hein. Il y avait le UGC et le Gaumont qui se faisaient face. Il y avait une immense pizzeria, enfin où j'allais, hein, donc avec ma mère parfois, et plein de souvenirs. Mais non, je fais pas de balade, pas de balade en mode nostalgique. Je passe dans le coin, hein, donc très régulièrement, mais je m'attarde pas. Parce que c'est déprimant. Il m'a semblé que tu aimais bien Eminem, moi aussi. Que penses-tu de son acharnement à se moquer de Michael Jackson à une période de sa carrière, quand pourtant le King of Pop était au plus bas? Oui, alors c'est un vaste débat, notamment chez les fans de Michael. Moi personnellement, j'avoue que j'ai pas du tout kiffé. Hein. Alors j'aime beaucoup Eminem, hein, et j'étais très fan d'Eminem à cette époque. Enfin, j'étais très fan d'Eminem dès que le premier album est sorti. Hein. Donc j'adorais son insolence. Je trouvais surtout que c'était un rappeur de génie. J'allais dire factuellement. Enfin, ouais. Enfin, hormis son attitude, je veux dire, de sale gosse et tout, qui respecte rien, comment dire, l'aspect Slim Shady, quoi, son alter ego insupportable volontairement, hein, et qui agresse tout le monde, se moque de tout le monde, etc. Michael a été blessé par notamment un clip où, enfin, il y avait des humiliations, enfin, il se moquait de Michael à travers un sosie. Je vais même pas rentrer dans les détails, vous avez sûrement vu ces vidéos, mais ouais, enfin, c'est impossible que Michael le prenne bien, enfin, même en ayant de l'humour sur soi. Et Michael avait beaucoup d'humour sur lui-même, hein, je le dis quand même, hein, parce que c'était pas le dernier à se moquer de lui gentiment, tu vois. Enfin, évidemment, il est pas maso. Albert Jankovic, par exemple, qui avait fait des parodies de Michael quand même. Qui était quand même assez jouissif, quoi, a eu non seulement le soutien de Michael, mais l'aide de Michael, notamment au niveau des droits d'auteur, etc., par rapport à la maison de disques, enfin tout ça. Albert Jankovic a fait I'm Fat, qui était la parodie de Bad, ou Eat It au lieu de Beat It. C'était avec l'aval de Michael Jackson. Par contre, il avait carte blanche totale, c'est-à-dire qu'il l'a raconté plein de fois depuis, mais Michael a jamais demandé vérifier jusqu'où il allait dans la moquerie, quoi. Non, il avait carte blanche. Donc voilà, là, Eminem, pour moi, c'est juste de la méchanceté, enfin, mais c'est fait exprès, hein, bien évidemment. Même si
il s'en est défendu. Voilà, donc par la suite, plus tard, il a dit que il était désolé, hein, il s'est excusé, hein. Chacun d'estimer à quel point il est sincère. Mais il s'est excusé, il a dit non, moi j'admire Michael Jackson. Il a même dit, mais ça c'est vrai, parce que, comment dire, il y a eu beaucoup de témoignages dans ce sens-là, donc je pense pas qu'il invente du tout. Eminem a dit que Michael était son idole ultime dans les années 80, avant qu'il découvre toute la scène rap. En fait, et il a dit, moi j'écoutais que Michael Jackson, c'était mon dieu vivant, quoi. Donc j'ai toujours adoré Michael Jackson. Alors voilà, donc oui, et des gens confirment, hein, disent ouais, c'est complètement vrai, quoi. Alors ok, mais là, du coup, enfin, dire qu'à la fois d'un côté tu estimes que le mec est un génie, que tu l'adores, etc., et que de l'autre côté vraiment comme tu dis, en fait, à une période en plus où MJ était vraiment à terre, surtout aux États-Unis, tu l'enfonces de ouf, quoi. C'est chaud, et pour moi rien n'excuse ça, et c'est lamentable. Ça m'empêche pas de trouver que Eminem est un mec incroyablement doué, très intelligent, un des plus grands rappeurs qui ait jamais existé pour moi, hein. Voilà, mais voilà, pour moi ça c'est un gros faux pas, mais un faux pas qu'il a répété, hein, je veux dire plusieurs fois. Et je comprends pas. Moi, je comprends pas trop son discours, en fait. Comme ses justifications. Voilà, bon, c'est pas, tant pis, hein. Alors par contre, il y a une rumeur qui circule et qui fait plaisir aux gens, donc du coup, elle est très répandue et jamais vérifiée, qui veut que pour pas venger, mais pour rendre la monnaie de sa pièce à Eminem, Michael Jackson aurait racheté son catalogue. Et qu'en fait, à chaque fois qu'une chanson d'Eminem, y compris quand il se moquait de Michael, était diffusée ou était vendue, etc., c'est Michael qui, qui touchait la thune. Alors c'est faux, c'est faux, et en même temps, il y a un fond de vérité. Ce qui est vrai, c'est que dans les rachats de catalogues que Michael faisait régulièrement, de choses comme ça, il a acquis des chansons d'Eminem, notamment Without Me et The Real Slim Shady, donc les deux plus gros tubes d'Eminem, me semble-t-il. En tout cas, c'est parmi les plus gros, ça c'est certain. Donc ça, c'est vrai. Mais il y a une énorme différence entre posséder 2-3 titres et racheter tout le catalogue. Enfin, voilà. Donc maintenant, c'est quand même pas mal. Smart move, quoi. Si tu étais l'Alex d'Orange Mécanique, quelle serait la pire torture visuelle, filmée ou émission et auditive chanson qui te serait soumise en boucle, en audio? Serait-ce du Al Jarreau? Oh non, j'aime pas du tout le chant d'Al Jarreau, mais... malheureusement pour moi, il y a plein d'artistes dont je déteste la voix ou les chansons. Non, une torture façon Orange Mécanique, donc vraiment la torture, quoi. Alors, en film, je pense que ce serait Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Tout ce que je méprise, j'ai envie de vomir, voilà, quand je regarde ça, sincèrement, hein. Mais pas, comment dire, c'est par rapport à mes goûts, hein. Voilà, je dis pas que c'est le pire film jamais fait, et évidemment, je dis que ça représente tout ce que j'exècre. Et en audio, il y en a tellement, mec, qu'est-ce que je te dise? Oh, Maître Gims, peut-être, vraiment, c'est un truc... c'est l'appréhension à chaque fois que je rentre dans un supermarché. Je me dis, est-ce que je vais subir du Maître Gims pendant que je vais faire les courses? Et très souvent, oui. Voilà. Et vocalement, c'est insupportable. Moi, je ne supporte pas le chant de ce mec, hein. Au début, je disais, on dirait du Julien Clerc en pire. Alors, les jeunes ne verront pas de qui je parle, mais vocalement, quoi, dans la façon de chanter, insupportable, les tonalités. Et en réalité, au fil des ans, ça s'est aggravé chez Maître Gims, et aujourd'hui, c'est 1000 fois pire, enfin, que Julien Clerc quand il était au top de sa carrière. Je suis impressionné par le nombre de groupes de musique que tu connais. Saurais-tu me dire combien de paroles de chansons tu connais? Est-ce que tu connais également beaucoup de répliques de films? Répliques de films, non. Enfin, si, sûrement. Ouais, mais je suis pas trop fan de répliques de films. Enfin, il y en a plein quand je regarde un film, et que j'adore les répliques, c'est génial. Mais je les apprends pas par cœur, je m'en souviens pas forcément. Je les redécouvre quand je revois le film. J'adore, du coup. Après, oui, il y a des répliques de films que je connais par cœur, sur des films que j'ai vus 20, 30, 40, 50 fois, tu vois. Je connais par cœur plein de répliques de pas mal de films de Stallone, par exemple, à force de les avoir vus. Rocky 3, Rambo, je connais par cœur, quoi. Scarface, Say Goodnight to the Bad Guy. Enfin, il y a des trucs... Ouais, Scarface, j'en connais pas mal, parce que c'est tellement chef-d'œuvresque. Bon, voilà. Mais c'est pas... les chansons, il y en a trop. Et les chansons que je connais par cœur, il y en a beaucoup trop. Là, il y en a énormément, hein. Vraiment, énormément. Beaucoup de chansons pop. Et alors, dans le heavy metal, 1 milliard. Parce que... mais vraiment, hein, que je connais par cœur. Les textes par cœur. Mais je fais pas exprès, c'est vraiment la honte, hein. C'est quand même pas très intéressant ni très utile, hein. On va pas se mentir. On t'a demandé ton guitariste préféré hors heavy metal. Du coup, moi, je te demande l'inverse, ton chanteur préféré cette fois. Et ah oui, et dans le heavy metal. Ok. Il y en a beaucoup, hein, que j'aime énormément vocalement, qui sont très différents. Je pense à Blackie Lawless de Wasp, par exemple, ou
Don Dokken, dont j'adore la voix. Mais, si je dois être sincère, sans me prendre la tête, mon chanteur favori vocalement dans la scène heavy metal, et je pense même d'assez loin, et je vous en parle souvent, c'est Sebastian Bach. Sebastian Bach, c'est un des plus grands chanteurs même que j'ai jamais entendu de ma vie, tout court, hein, tout style confondu. Dans sa maîtrise, son talent, c'est-à-dire vraiment, c'est un grand chanteur, et après, techniquement, vocalement, c'est du délire. Sincèrement. Et d'ailleurs, ça fait partie des rares personnes où j'adore, je les ai tous vus je crois, les vidéos react, donc c'est très à la mode hein, sur YouTube, les coachs vocaux notamment, mais il n'y a pas que, hein, il y a aussi des gens lambda qui réagissent à des chansons en direct en fait. Et sur Skid Row, c'est période Sebastian Bach bien sûr, c'est un régal parce que t'as beaucoup de gens qui d'abord parce qu'ils sont trop jeunes ou parce que c'était pas leur truc et tout, n'ont jamais entendu, ils lancent la chanson. Et tous, au bout d'un moment, mais assez rapidement, tu perçois leur stupéfaction. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que sur les vidéos, enfin sur les clips comme I Remember You, par exemple, que je vous recommande d'écouter, si vous voulez pas vous faire un milliard de chansons, mais que vous voulez quand même me dire, ok, de quoi il parle. Allez écouter la chanson de Skid Row, I Remember You. Et vous allez vite voir pourquoi. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont en extase totale devant le chanteur, Sebastian Bach. Mais il y a aussi 18 and Life, bref. Et ouais, ça vraiment, j'adore. Et puis, on parle d'une époque en plus où, pour être un bon chanteur, il fallait savoir chanter. Et ça semble très con ce que je viens de dire. Mais je parle d'un temps où il n'y avait pas d'autotune et application, système pour te faire chanter juste quand tu chantes faux, par exemple. Ou te faire chanter haut quand tu ne sais pas monter haut, enfin bref. Je suis un génie sorti d'une lampe que tu as frottée par inadvertance et tu as droit à 3 vœux, je t'écoute mon cher Alex, je suis nul. J'avais déjà eu cette question il y a 1 an, un truc comme ça, et j'ai refusé d'y répondre parce qu'en fait, qu'est-ce que je vais te faire? Ou je te fais une réponse à la Miss France. Un premier vœu, qu'il n'y ait plus jamais de guerre sur la terre. Deuxième vœu, que les méchants deviennent gentils. Qu'on s'aime tous les uns les autres. Non, je ne sais pas, C'est tellement improbable que, en fait, c'est pas un truc qui me... Je trouve ça juste déprimant. Parce qu'en fait, tu fais tes vœux, et après, il y a les vœux aussi, genre, alors la santé, l'aisance financière, très important, hein, bah oui, c'est les 2 choses les plus importantes, hein, en bonne santé et sans problème de sous. Voilà. Alors, en parlant de Billy Idol, aimes-tu la chanson qu'il a faite pour le film ayant le même titre et arrivant au générique de fin, à savoir Speed, de James Bond avec Keanu Reeves et Sandra Bullock. J'adore ce film, hein. J'en avais parlé chez le poteau John Ali il y a longtemps, je crois peut-être sur des spécials Keanu Reeves, je ne sais plus. Et tu vois, je t'ai même ressorti le maxi CD que j'étais allé acheter au Virgin Megastore. Peut-être j'avais croisé Fred d'ailleurs à l'époque, on ne sait pas. C'est très probable hein, quand même, parce que j'y allais très souvent. Mais Fred il était pas au rayon musique, je crois. C'est bien sûr. Mais voilà, le maxi CD de Speed, j'adore cette chanson, c'est une tuerie. Et en plus, on avait donc des bonus, évidemment, une version extended, etc. Et je m'en souviens parce que je l'avais écouté, mais 1 milliard de fois, très concrètement, hein, 1 milliard de fois. Oui. Donc 900 millions, je sais pas combien, très drôle, arrête-toi. Non mais ta vanne n'est pas drôle déjà à la base. Et toi, tu continues, c'est-à-dire que tu t'enfonces, les sables mouvants de l'humour. Rebel Yell, acoustic version, mais en fait c'est une version acoustique électrique, c'est un peu... C'est dingue. Si vous ne connaissez pas la version acoustique de Rebel Yell, le solo de guitare, moi je fais un malaise, un malaise d'extase. Concernant Mylène Farmer, là tu ne dois pas te défiler en ne parlant pas du clip où Michael se fait étriller. Ah ouais, bah putain, disons, les questions sur Michael, elles sont pas cool, hein. Après Eminem, Mylène. Oui, c'est le clip totalement à chier d'ailleurs, hein, réalisé par Luc Besson. Que mon cœur lâche, une chanson géniale par contre, qui était sortie dans les années 90 et c'était le seul inédit du compile best-of de remix, qui est très bonne d'ailleurs, très bon remix, tout simplement parce que c'était quand même Boutonna qui était souvent aux commandes de ces remixes. Alors ouais, Mylène, bon, ça a fait tout un truc parce que c'était vraiment nul, c'était méchant, c'était comme pour Eminem en fait, c'est-à-dire que c'est juste... on déteste Michael Jackson. Alors après, ça a jamais été très clair et en fait pour te répondre là, tu vois, j'ai rechecké tout petit peu et non, personne ne sait. En fait, les gens ont pas voulu faire chier Mylène là-dessus visiblement. Si c'est une idée de Luc Besson, ce qui est très probable j'allais dire, ou une idée de Mylène. Dans les 2 cas, Mylène elle l'a validé puisque sinon elle avait qu'à dire non. Hein. Et là c'est un peu comme pour Eminem, je ne comprends pas parce que comme Eminem, Mylène Farmer
à répéter un milliard de fois, j'ai même renoté 2-3 trucs sur lesquels je suis tombé, qu'elle vénérait Michael Jackson, hein, carrément. Donc on n'est pas juste quelqu'un qui dit « non, j'ai rien contre », c'est que c'était une de ses idoles, quoi. Et elle disait dans des interviews qu'elle adorait son travail, mais aussi sa personnalité. En plus, elle dit un être cabossé, fragile et sensible, un génie. Pas des petits compliments, quoi. Je crois qu'il y a un seul et unique Michael Jackson et que nous n'en aurons plus jamais d'autres. J'ai vu tous ses spectacles. C'est quelqu'un d'incroyable, presque d'une autre planète. Donc bon, voilà. Donc du coup, voilà, je ne sais pas ce qu'il a pris, tout simplement, quoi. C'est limite dire, ouais, je l'ai humilié dans un clip parce que je peux pas le saquer, tu vois, bah ok, make sense, quoi. Mais là, pas du tout. Donc, Céline Dion est de retour à l'Accor Arena, qu'en penses-tu? Je suis au courant parce que tout le monde en a parlé, mais j'en pense rien, puisque j'ai jamais aimé Céline Dion, bien évidemment. Enfin, c'est tout ce que j'aime pas, hein, même dans la façon de faire sa carrière. Enfin, après, j'ai rien contre elle, hein, enfin, je m'en fous complet, quoi. Voilà. Je sais qu'elle a été très malade, enfin, elle a eu des énormes soucis de santé, donc je lui souhaite, enfin, j'allais dire, ça me fait plaisir pour elle, enfin, je m'en fiche tellement, en fait. Mais c'est très bien, enfin, elle va mieux, elle peut refaire des concerts, putain, super, enfin, pour ses fans. Voilà. Après, j'imagine que les prix, c'est c'est presque aussi cher que 16. Mais bon, après, elle va pas jouer 8 heures, hein. Mais elle sera pas bourrée non plus sur un tabouret, je pense. Mais dis donc, hein. Heureusement que le monsieur avec son fils de 10 ans, il regarde plus tes vidéos, hein. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Est-ce que tu comptes porter un collector style le blouson thriller Beat It pour la sortie du film Michael fin avril au moment du vlog que tu feras? Ah pardon, oui, j'avais pas compris, je croyais que tu me demandais si je mettrais un blouson Michael pour aller au cinéma voir le film, parce que évidemment je ne vais pas faire. Moi vous savez que quand je suis dehors j'aime bien être discret. Vraiment. Donc bon, déjà que quand je suis habillé sobre, apparemment je suis pas assez discret. Que non, là, ça je vais éviter. Ouais, bah, je avais pas pensé, mais oui, très bonne idée, complètement. Je mettrai le blouson de Beat It, ça va être parfait. Comme ça, en plus ça montrera comme ça à quoi ressemble le vrai blouson de Beat It, vu que dans le film c'est une réplique Temu. En parlant de... Mais quelle ambiance. En parlant de René Harling, as-tu vu L'île aux pirates? Je trouve ce film super, une belle aventure, une super production, design, ah oui, plus jeune design, pardon, de bonnes péripéties, agrémenté de cascades en practical, très impressionnante. Je l'avais vu à sa sortie, donc 96, 97, je sais plus, mais jamais depuis. Et tu me donnes bien envie de le revoir, parce que j'en ai un très bon souvenir, par contre, je me souviens que ça m'avait beaucoup plu, quoi. Il y a quelques films comme ça que j'ai vus il y a une éternité, que j'ai souvenir vraiment d'avoir beaucoup apprécié et que j'ai jamais revu, parce que bon. Mon père qui a grandi dans les années 60 trouvait que mes années 80 à moi, c'était n'importe quoi, un naufrage, notamment au niveau musical. J'écoutais Black Celebration et il secouait la tête, waouh. Bah pourtant t'écoutais pas le pire, hein. Aujourd'hui je fais la même tronche quand ma nièce de 11 ans me passe de la K-pop. Je vais faire quoi? Comparer? On ne peut pas comparer. Bien sûr, je trouve que la pop s'appauvrit musicalement et je suis un peu désolé pour les gamins qui grandissent avec ça, mais je tâche de me rappeler que leur musique est probablement construite en opposition à la nôtre. Très intéressante remarque. Alors moi, contrairement à toi, je suis sûr qu'il y a eu plein de parents qui étaient comme les tiens, hein, enfin comme tu parles de ton père. Moi, non. Par exemple, hein, parce que il y avait énormément de choses des années 80 que mon père adorait, parce que c'était, comment dire, la suite des aventures d'artistes que lui-même avait adoré. Alors les années 60 peut-être pas, mais années 70 clairement. Mon père écoutait Bowie par exemple, qu'il adorait. Il écoutait les Rolling Stones, et dans les années 80, ils étaient très loin de pas cartonner. Il écoutait ZZ Top, il écoutait Tina Turner, qui était une méga star dans les années 80. Enfin, il écoutait beaucoup de choses. Après, oui, toi tu parles des groupes qui étaient propres à ta génération, à toi, et là je vois très bien ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'effectivement, mon père, par exemple, effectivement, était totalement indifférent, voilà, on va dire, à Depeche Mode, à Duran Duran, à j'en sais rien, enfin, des groupes plus jeunes, quoi. Enfin, et puis je vous parle même pas enfin, il était même indifférent d'ailleurs à Michael Jackson, enfin, ou Prince, ouais, si, il était indifférent aussi. C'était pas sa cam. Mais par contre, il disait pas que c'était de la merde, c'est ça que je veux dire. Là, le tien, apparemment, il disait que c'est un naufrage. Alors là, j'avoue que je comprends pas. Pour moi, je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord du tout. Après, il y a une énorme différence, c'est que aujourd'hui, d'abord l'écart est beaucoup plus gros. Tu vois, les années 80 par rapport aux années 60, c'était le lendemain. Enfin voilà. Là, on est en 2026. Par rapport aux années 80, il s'est passé presque ça fera bientôt 50 ans, laisse tomber. Donc oui, il y a un monde de différence qu'il n'y avait pas du tout en 80 par rapport à 1960, tu vois. Même le fantôme d'Elvis, quoi, il était encore présent, tu vois. Je parlais de Billy Idol tout à l'heure, ouais, mon père il n'aimait pas Billy Idol, mais il disait pas que c'était nul, tu vois ce que je veux dire.
Il disait que c'était pas son truc, ça intéressait pas, mais il y a des trucs qui disaient que c'était nul, hein, évidemment. Et parfois, je comprenais son truc, tu vois. Ouais, il y a une énorme différence, c'est que la musique de notre jeunesse à nous, la musique des années 80, hante, domine et obsède les jeunes artistes. Tu parles de K-pop, moi, chaque fois que je vois passer un truc sur les BTS ou je sais plus quoi, là, qui ont l'air d'être les dieux de la K-pop et tout, oh, Michael Jackson machin, Michael Jackson truc muche, les années 80, c'est là qu'il y a tous les génies. Nous, même nos Corées, on travaille en pensant Michael et au truc des années 80, gna gna gna, enfin ça n'arrête pas. Alors ça veut pas dire qu'ils en font de la bonne musique, et moi je te rejoins, moi j'ai de la K-pop, j'ai beaucoup de mal, enfin j'en écoute pas bien sûr, mais quand j'en entends... pour moi, c'est de la création musicale, comment dire, sans saveur ni originalité. D'abord, il faut quand même savoir que la K-pop c'est très particulier parce que je sais pas ce que ton père pensait de Dépêche Mode, mais enfin si, je comprends, mais je veux dire que Dépêche Mode, ils étaient les auteurs de leurs chansons. Tous les artistes de K-pop ne composent pas leurs chansons. Enfin pour les 3 quarts en tout cas, hein. Et ils sont des salariés. C'est propre d'ailleurs à toutes les maisons de disques d'Asie que ce sont des salariés. Qui peuvent être virés en fait, c'est très 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 spécial. J'avais vu tout un documentaire à une époque là-dessus. Mais en Corée, voilà, c'est pas du tout comme chez nous, où un artiste, c'est un artiste, il veut, il plaque sa maison de disques, enfin, là, ils écrivent pas leurs chansons, etc., etc. Enfin, alors, peut-être que de nos jours, il y en a qui commencent à écrire leurs chansons, hein, mais c'est très minoritaire. Donc c'est très très différent, on peut pas comparer les deux périodes, quoi. Elles sont trop éloignées d'abord, beaucoup trop. Et étrangement, par contre, là où les années 60 n'avaient presque aucune influence, on peut dire, factuellement, sur la musique des années 80, que ce soit dans les structures ou dans les arrangements, ou dans les looks même, bah là, les artistes des années 2020, on voit bien qu'ils sont complètement obsédés par les années 80. Et je citais Miley Cyrus par exemple, qui est une des plus grosses vendeuses actuelles chez les jeunes, quoi, avec Sabrina Carpenter et Taylor Swift et compagnie. Et les trois ont ce point commun, c'est que toutes leurs idoles, c'est des idoles des années 80. Et ça s'entend dans leurs chansons, je trouve, en plus. Donc c'est très bizarre. Tu as parlé des inconnus et des nuls, mais ne penses-tu pas que les nuls sont les sous-inconnus ? Je dis ça parce que certains sketchs des nuls qui ont été aussi faits par les inconnus sont pour ma part beaucoup moins bien, comme par exemple le sketch sur le genre roman photo. Ah oui, je m'en souviens. Non, moi je dirais pas ça, parce que pour moi ils avaient quand même un humour assez différent. Et les inconnus, j'ai toujours dit donc que moi je préfère de très très loin les inconnus, je trouve qu'ils avaient beaucoup plus de talent que les nuls, c'est mon avis, hein, à l'écriture je veux dire, et aussi dans le jeu même, ouais, aussi. J'adorais quand même les nuls, hein, je précise, mais beaucoup moins. Donc après, des sous-inconnus, non, je trouve ça un peu féroce comme critique. Non, je dirais, non, moi je dirais pas ça, quoi, par exemple. Après c'est vrai que... je sais pas si ça s'est reproduit sur beaucoup d'autres sujets, mais j'avais oublié que les nuls avaient également fait une parodie de romans photos, etc. Dans mes souvenirs, non, c'est pas du tout au niveau des inconnus. Mais inconnus, c'était... enfin, pour moi, c'est inégalable. Penses-tu que le glam metal doit beaucoup aux New York Dolls ? Alors factuellement, oui. Après, moi, non. Enfin, quand... je suis schizophrène et moi aussi. Je n'aime pas du tout les New York Dolls. Du tout, du tout. Donc tous les groupes que j'ai adorés, par exemple de glam metal dans les années 80, pour moi ça n'a rien à voir avec les New York Dolls, mais alors rien de rien, quoi. Ni le look, ni les arrangements. Alors les arrangements encore moins, quoi. Et pourtant, les 3 quarts, ils vont dire... ouais, quand on était gamin, on a vu les New York Dolls, on les a entendus et on s'est dit putain, c'est ça qu'on veut faire. Sauf que voilà, ça a évolué et pour moi, ça n'a rien à voir. New York Dolls, j'aime pas les mélodies, je déteste les arrangements, un son de casserole, enfin il y a aucune chaleur, il y a pas de basse. Alors que le glam metal, c'est que ça. Donc pour moi, ça a à la fois rien à voir et à la fois ça doit beaucoup. Clairement, énormément, mais même Kiss, hein, ils le disent, hein, sans aucun problème. As-tu vu Les Derniers Survivants, un téléfilm de 75 avec Peter Graves, où on suit une famille de spéléologues, je crois, qui constatent que la majorité de la population mondiale a disparu suite à une succession d'explosions solaires. Ça m'avait marqué de ouf, même si c'était sûrement pas fameux. J'ai vu qu'il est dispo gratuitement sur YouTube. Et sinon, est-ce qu'il y a des téléfilms qui t'ont marqué ? Ah oui, alors il y a plein de téléfilms qui m'ont marqué, traumatisé, etc. Mais je n'ai plus les... Comment dire, j'ai plus forcément les titres déjà. Ah, faudrait que je fouille un peu. J'ai pas eu le temps là. Faudrait que je cherche. Oui, il y a des téléfilms qui m'ont
énormément marqué. Il y en a même quelques-uns qui depuis sont sortis en DVD et que j'ai racheté, donc faudrait que je regarde. Mais oui, en tout cas il y en a plein. Dernier survivant, je suis certain d'avoir vu gamin à la télé, parce que quand j'ai regardé les images sur Google, ça m'a rappelé des trucs. Je me demande si je l'ai pas vu gamin, que ça m'avait vachement impressionné. Après, je l'ai jamais revu depuis, par contre, ça c'est certain, donc je peux pas trop en dire plus. Quels sont les titres qui furent un choc, qui ont retourné ton cerveau, tordu l'estomac, coulé des larmes à la première écoute, tous styles confondus, qui ne t'ont jamais quitté, que tu ne pourrais écouter 10 fois par jour sans t'enlacer? Ça c'est une question que j'ai de temps en temps, et je ne peux pas y répondre. Je peux pas y répondre. Et tu vas sûrement, d'autant plus, tu me cites un milliard de titres. Moi, je ferais pareil que toi si je répondais, mais encore pire en fait. Si je vais citer 40 morceaux, enfin, ça va être un bordel sans nom. Parce que clairement, t'es un fou de musique, et moi aussi. Donc en fait, il y a trop de chansons qui m'ont vraiment fait pleurer, ou hanté, obsédé, au point de les écouter mais 10 fois par jour. Mais lol, moi il y a des morceaux que j'écoutais mais 30, 40, 50 fois par jour, parce que je les mettais en boucle dans mon Walkman cassette, en allant au bahut, je revenais, et puis après je me les remettais au casque, enfin, des obsessions, et il y en a eu tellement, des chansons comme ça, mais beaucoup trop, enfin, je peux même pas je vais t'en citer 8, et en fait, alors qu'il y en a 80, en réalité, c'est pas juste pour toutes les autres, je veux dire, qui m'ont tout autant traumatisé, et dans le plus beau sens. Toi qui connais beaucoup de films des années 80, je me demandais si tu avais vu les films de Hong Kong, tels Le Syndicat du Crime, et les films de John Woo, Une balle dans la tête, The Killer, à toute épreuve, Ringo Lam, City of Fire, du très bon à mon humble avis. Alors je suis complètement inculte en cinéma hongkongais, etc. Je pense par rapport à des amis comme Merej ou John Ali, qui sont des encyclopédies. C'est passionnant de les écouter parler de ça. Néanmoins, j'ai vu tous les films que tu cites, et j'en ai même vu d'autres. J'en ai dans ma DVD tank, des bons polars asiatiques en tout cas. Je sais pas s'ils sont tous du cinéma de Hong Kong, mais... Et John Woo, après tu me cites des trucs, c'est des tueries. Donc oui, je les ai vus, je les adore. Enfin, Une balle dans la tête, un chef-d'œuvre. The Killer, je l'ai vu plusieurs fois celui-là, carrément. À toute épreuve, je l'ai d'ailleurs. City of Fire, enfin il y en a d'autres encore. Il y en a plein que j'adore. Mais je sais que c'est juste le sommet de l'iceberg. Et d'ailleurs, c'est les très connus. Mais régulièrement, il parle de films, j'en ai jamais entendu parler, enfin, ils sont beaucoup moins connus. Et il dit que c'est des chefs-d'œuvre et qu'il faut les voir, etc. Donc voilà. Pour Vince Vaughn, as-tu vu finalement Section 99 Brawl in Cell Block 99, deuxième film du romancier Greg Zahler? Je t'en avais parlé il y a quelques temps, et tu avais l'air intéressé. Oui, je l'ai vu, j'en ai pas parlé parce que je regarde tellement de trucs aussi, il faut dire, puis surtout quand c'est des vieux trucs, quoi, j'en parle pas forcément. Avec Don Johnson aussi, je crois, et oui, c'est sûr, hein, et la meuf de Dexter, là, qui est géniale, Jennifer Carpenter, elle a un nom génial, Jennifer Carpenter, putain. C'est extrêmement la classe. Je l'avais vu et j'avais beaucoup aimé. Et lui, il est, même physiquement, il est très impressionnant. Mais cet acteur est dingue. As-tu déjà vu Les Mystères de Lisbonne de Raoul Bruce? On a tellement, rarement l'occasion d'évoquer ce genre de film. Un chef-d'œuvre, je pèse mes mots, la bande originale est sublime. Jamais vu, jamais entendu parler, encore plus grave. Les Mystères de Lisbonne, j'ai checké vite fait, j'ai vu que ça durait presque 5 heures. Donc, et que clairement tout le monde a l'air euphorique, donc il faut que je le voie. Donc je vais le tenter. Merci beaucoup de ta reco. Vous êtes tellement nombreux à me faire des recos que je note, et après je découvre des super trucs. J'ai beaucoup aimé la scène rennaise. Marquis de Sade, Étienne Dao, Niagara, Billy the Kid, Dominique Sonic. Estacam, pardon. Pas du tout. Avec tout le respect que je dois à ces artistes, que je connais tous. Enfin, j'ai tous écouté. Mais il y en a aucun qui m'a plu. Niagara, je déteste. Enfin, je déteste. Oui, si, vraiment, j'aime pas du tout. Même quand ils sont devenus rock. Parce que alors, L'amour à la plage, bon là, j'ai des envies de meurtre. Chiki Boom. Mais après, ils avaient fait J'ai vu, enfin, un côté un peu rock, et je trouvais ça atroce. Voilà, je dis pas que ça l'était, je dis que je n'aimais pas. Etienne Dao, jamais aimé, mais alors jamais. Mais je respecte totalement, il a créé un style en plus, enfin il y a vraiment un style Etienne Dao. Marquis de Sade, non. Enfin non, c'est pas du tout. Mais moi, de toute façon, dans cette scène française même à la base, sortie de Jadvio, je reste sur les groupes pas trop importants, je veux pas parler d'Indochine ou des trucs comme ça. Il y a rien qui me touchait, quoi. Un nouvel album de Scissors Mercy, même si j'en rêvais, je n'y crois plus, et je pense même que c'est pas une bonne idée. Mais ne dis pas ça. Et avec les turnovers dans le groupe, les turnovers dans le groupe, c'est une blague. J'ai un peu perdu le fil depuis. Moi aussi, je sais plus du tout qui est dans le groupe, et je m'en fiche complet. Il est bien loin le temps de Patsy Morrison. Que penses-tu du concept Dr Avalanche? Ah oui, Dr Avalanche, c'est la boîte à rythme customisée, préprogrammée, voilà, qui incluait parfois des lignes de basse aussi.
et que Eldritch donc incorporait et qui a subi plusieurs mutations hein, d'ailleurs, c'était pas toujours le même matos en fait. Que penses-tu du concept? Moi je trouve très cool, hein, très très cool. Il y avait un équivalent de Dr Avalanche aussi chez ZX Sputnik à une époque. Donc moi je trouvais ça très très bien, même Dépêche Mode au tout début, enfin bon, non ça très cool moi, pour moi. Comme tu aimes David Goodis, je te conseille les polars d'Albert Simonin, je connais pas du tout, je vais aller voir, merci de la reco. D'ailleurs j'ai checké, je sais plus qui me parlait de Wagner, dont le roman s'appelle Amputation, et voilà, où Bret Easton Ellis faisait les louanges, ça m'intriguait vraiment, j'étais un petit peu allé voir, et je suis retourné fouiner, en fait j'ai vu qu'Amputation sort le mois prochain, en version française, mais que le mec a écrit pas mal de trucs avant, donc je vais me jeter dessus pour découvrir qui est ce mec. Parce qu'effectivement ça a l'air très bien. Durant ton séjour californien, t'es-tu pavané à l'arrière d'une décapotable en chantant à tue-tête I Love LA de Randy Newman? Pas du tout. Mon père avait des albums de Randy Newman, mais ça me passait vraiment à côté. J'ai pas chanté à tue-tête. Par contre, j'ai roulé en décapotable, ouais, parce que Docto avait une décapotable. Et quand on quittait Hollywood en fin de jour, enfin, lui il habitait à Malibu, donc je vous ai dit, hein, à côté de la villa de Stallone. Et il faisait le trajet tous les matins pour aller au centre au cœur de Hollywood, puisque c'était là qu'il y avait les grands hangars dans lesquels il faisait donc pendant toute la journée des photos de Ferrari, enfin surtout à l'époque où moi j'étais allé séjourner chez lui, il faisait des Ferrari rouges, façon Magnum, tout ça, sur fond noir, enfin comme pour des posters, donc voilà, tout simplement. Et ouais, les trajets en décapotable, c'était rigolo, enfin c'est vraiment le cliché ultime. Et c'est drôle de voir que le cliché ultime en fait est le quotidien de gens qui sont finalement pas si exceptionnels que ça. Je voudrais savoir si tu as vu le film Picnic à Hanging Rock, de Peter Weir, sorti en 75, si oui, qu'en as-tu pensé? Je crois pas l'avoir vu, donc je me le suis noté. Est-ce que tu as pris le temps d'écouter le groupe Tiamat dont je t'avais parlé? Oui, je suis allé écouter. Alors moi j'adore, j'aime pas, enfin j'ai pas accroché, mais oui, j'étais allé jeter une oreille. Entre l'arnaque et le Kid de Cincinnati, lequel de ces deux films a ta préférence? Ouh, l'arnaque de très loin pour Robert Redford. J'adore Robert Redford. Steve McQueen, beaucoup moins. J'ai rien contre, hein, mais je suis pas fan de l'acteur Steve McQueen, alors que Robert Redford... J'adore ce mec, j'adore. Et bien en plus là, c'est avec Paul Newman aussi, non mais laisse tomber, chef-d'œuvre. Michael Jackson avait dans ses interprétations l'art de flirter avec les larmes, voire de craquer, comme dans She's Out of My Life. As-tu d'autres exemples de chansons où il est à la limite de pleurer? Et y es-tu sensible? Pour ma part, Be Not Always, texte très d'actualité de l'album Victory, me fait toujours tirer la larmichette. Ah, ça fait plaisir de lire du bien de l'album Victory, et que j'aime beaucoup, même si effectivement, d'abord Michael n'aimait pas cet album, ne voulait pas y participer, et il y a pratiquement pas participé, mais ça n'en fait pas un mauvais disque pour moi. Oui, alors moi j'y suis très sensible, hein. Quand les chansons où la voix de Michael se fragilise, et vraiment on n'est pas loin du trémolo, tout ça, enfin ouais, il me retourne, hein. Il le fait pas mal de fois. She's Out of My Life, c'est sans doute la fois où il allait le plus loin. Alors, factuellement, je pense pas qu'on puisse dire qu'il est au bord des larmes, mais il y a tellement de tristesse dans son chant, tellement de fragilité, on a quand même la sensation qu'il est pas loin, enfin qu'il pourrait pleurer d'une minute à l'autre. Et c'est la beauté aussi de la chanson qui, moi, par contre, me fait pleurer. C'est Stranger in Moscow. Quand j'ai découvert le titre, quand l'album est sorti et que j'ai découvert le titre, ça a été un de mes plus gros chocs de ma carrière de fan de Michael. Stranger in Moscow, mais quelle sublime chanson. Je sais pas pourquoi je pense à celle-là. Du coup, vas-y, je sais pourquoi, je viens de l'expliquer. Penses-tu que le cinéma français est foutu, comme beaucoup le craignent, ou penses-tu au contraire qu'il reste une petite lueur d'espoir pour qu'il y ait un sursaut, un cinéma alternatif? Pourrait-il éventuellement inverser la tendance? Non, voilà, foutu, non, bien sûr que non. Il y a encore régulièrement de très belles surprises. Enfin, moi, j'ai quand même chaque année au moins un ou deux coups de cœur. Alors, c'est que dalle, hein. Effectivement, c'est catastrophique. Mais bon... il est pas foutu du coup. Même là, j'ai pas pu aller voir Les Rayons et les Ombres, mais j'ai très envie d'aller le voir. Je suis sûr que je vais adorer le film. Autour de moi, beaucoup de gens, même dans ma famille, l'ont vu et ont été très impressionnés par ce film. Donc ça, je vais aller le voir avec Jean Dujardin. Donc non, voilà, la preuve, il est pas foutu. En plus, j'ai l'impression que ça marche. Donc voilà, ce serait un film à la fois très beau et en plus assez long, plus de 2 heures, qui rencontre son public. Bon, ça fait super plaisir. Ah oui, j'ai vu que, je crois que c'est Libération qui avait vomi dessus. De toute façon, Libération, ça fait quand même 30 ans qu'on se torche tous avec, hein, on est bien d'accord. À part ça, j'ai vu que des éloges. J'ai très envie de le voir. Après, il y a des films, non, régulièrement, il y a des films français que je trouve bons, moi, quand même. Mais après, oui, le cinéma, moi, ce qui me désole un petit peu, c'est quand même vraiment les énormes cartons. Ça reste des comédies très très bas du front. Enfin, voilà, c'est un peu désolant, quoi. Foutu, non. Pour moi, il reste une petite lueur, largement, quoi. Je connais pas mal de personnes qui voient en Elemental, le 4e album de Tears for Fears, équivalent de Chinese Democracy, de Guns N' Roses. Ah, attends, il va s'expliquer. Dans le sens
où Roland Orzabal était à ce moment... Ah ok, le seul membre historique du groupe, ok, ça, je vois où tu veux en venir. Sans son compère, Kurt Smith, comme Axl Rose avec Guns N' Roses 15 ans plus tard. Qu'en penses-tu? Considères-tu Elemental comme un album à part entière de Tears for Fears ou davantage comme un album solo? Alors non, pour moi je considère totalement comme un album solo de Roland Orzabal parce que le mec est seul quoi, en fait. Et de la même façon que moi j'ai toujours considéré, et je l'ai toujours dit, que Chinese Democracy est factuellement l'album solo d'Axl Rose, quoi. Mais totalement. C'est un faux album de Guns N' Roses. Et ça m'a fait plaisir d'ailleurs, parce que moi je trouvais j'étais super content qu'Axl Rose il sorte un disque où il décide de tout, et où il gère tout de la première à la dernière virgule, comme ça on voit ce que ça donne. Et on a vu ce que ça donnait. Ça a aussi fermé le clapet d'ailleurs à tous ceux qui disaient « Non, Guns N' Roses, c'est Slash surtout. » On le sait pas, mais... Voilà, on a bien vu avec les compos de Chinese Democracy, enfin pour ma part, hein, j'ai bien vu qui à l'écriture des chansons fait que il y a la patte Guns N' Roses quoi. Je ne dis pas que le jeu de Slash n'est pas important, mais c'est juste du jeu quoi. Et d'ailleurs en parallèle, on voyait que les albums de Slash en solo totalement pourraves, Snake Speed, tout ça là, enfin c'est très très médiocre quand même. On est très très loin de la qualité des chansons de Guns. Car les ventes. Hein, te rappelles-tu du générique d'ouverture et de fermeture de l'antenne 2, Jean-Michel Follon pour le dessin et de la sublime musique de Michel Colombier. Je m'en souviens très bien. C'est drôle parce que j'ai eu cette question au début des JDV il y a 3 ans, comme ça. Ça me rendait tellement mélancolique. Alors peut-être à cause des horaires. Parce que moi je voyais fermeture plutôt. Ouverture je voyais pas, mais fermeture ouais c'était fini. Mais c'était très beau, très très beau. La musique de Michel Colombier. Là par contre vraiment chef d'œuvre. C'est-à-dire que visuellement c'était très beau. Michel Follon magnifique. Ma mère a longtemps eu une affiche de Michel Follon d'ailleurs chez elle. Et voilà. Quel est le film, l'acteur ou le réalisateur que ta chérie aime et que tu détestes s'il y en a? Ah, drôle comme question. Et étonnamment, il n'y en a pas. Et autant en musique, oh non, c'est plus trop le cas. À une époque en musique, c'était le cas. Des artistes que j'adore, qu'elle déteste, ou qu'elle adore et que je déteste. Non, il n'y a pas d'acteurs. Et franchement, hein, les acteurs les 3 grands acteurs qu'elle adore, je les adore aussi. Et inversement, enfin... les réals. Après, ma chérie, elle est beaucoup moins passionnée de cinéma que moi, hein, mais alors beaucoup moins. C'est quand même souvent moi qui la pousse à regarder des films. Hein. Elle regarderait beaucoup moins de films, mais alors c'est même pas la peine si j'étais pas là. Elle est moins touchée, je veux dire, elle va moins s'enflammer, même si, tu vois, elle aime un truc, elle va pas sauter en disant oh, incroyable et tout, alors que moi, oui, très vite. Mon côté un peu petit con, quoi. Donc pour moi, il n'y a pas d'acteur ou de réal que l'un de nous deux apprécie énormément et l'autre dit c'est de la merde. On est quand même assez d'accord sur pas mal de trucs et il y a beaucoup de films où on se rejoint complètement. Même des trucs qui la touchent moins que moi, elle reconnaît la qualité. Identifies-tu des artistes musicaux dont l'évolution de carrière réelle te semble en décalage avec ce qu'en perçoit le grand public? Personnellement, par exemple, je dirais Marilyn Manson, perçu comme aux fraises. Pas mal de gens, pour autant que je puisse en juger, oui, dont l'inspiration n'est pas loin d'être à son meilleur niveau avec son dernier album, Assassination Under God, Chapter 1. De manière générale, ce qu'il propose depuis une bonne dizaine d'années, de Pale Emperor, après un petit passage moins excitant et simplement excellent. Non, ça me le fait pas. Ça aurait pu, mais ça me le fait pas parce que sur les artistes qui sont un peu dans le même cas que Marilyn Manson, c'est-à-dire où j'estime que après des carrières ultra longues, ils sont à un très très bon niveau, alors que le public de la vie générale ne leur fait pas un bon accueil et estime que non. Voilà. Tu vois, Duran Duran par exemple, moi je trouve que les derniers albums ils sont très bons globalement. Mais quand tu regardes les critiques, elles sont toutes euphoriques, donc bon, on peut pas dire qu'il y a une injustice. Billy Idol, moi j'ai été déçu par le dernier album studio. Je lui redonne sa chance de temps en temps, j'aime pas du tout. Mais il a des bonnes critiques, très bonnes même. Ce qui me fait super plaisir pour lui, quoi. Manson, je te rejoins sans te rejoindre. Parce que moi, quand il est sorti, j'ai quand même lu plutôt des bonnes critiques de ce disque. De gros médias américains et tout, qui lui tapaient dessus pourtant. En parallèle, hein, parce qu'ils estimaient que c'était pas net ces histoires d'accusations de maltraitance, tout ça. Donc je sais pas trop. Après moi, je suis d'accord avec toi, et je l'ai déjà dit plein de fois, que Marilyn Manson, sur les dernières années, à part 1 ou 2 albums que je trouve très faibles, il y a des tueries, les albums sont remarquables, ils tentent des trucs et tout, quoi. Franchement, quoi. Et le dernier, il est excellent. Néanmoins, moi, ma période préférée de Manson, ça reste celle de Mechanical Animal, où je trouve que c'était du génie total, où il allait sur la pop, le funk, c'était dingue, quoi, dingue. Une audace artistique, je veux dire, influencée par Bowie, tout ça. Connais-tu Sur la route de Kerouac? Probablement tu connais, oui. Et si oui, as-tu aimé? Je n'ai su que très tard que ce roman est l'un des protagonistes qui ont contribué à créer le rock and roll, la Beat Generation, le rebelle sans cause de James Dean, etc. J'aimerais bien avoir ton retour sur ce roman qui a bouleversé toute une génération à une autre époque. Je l'ai lu très tard sur la route parce que
Tout le monde disait c'est culte, machin, mais c'est culte à une période hippie, enfin tu vois, bon, ça me... En fait, je me disais, ah, ça va pas me plaire. Et je l'ai lu assez tard, donc enfin assez tard. Moi, on me bourrait le mou pour que je le lise à 15-16 ans, quoi. J'ai dû le lire vers 20 ans, comme ça, vers 21 ans. Et j'ai compris sans l'adorer personnellement. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pas du tout un de mes romans préférés, c'est pas un roman que j'ai adoré, mais je l'ai apprécié, j'en ai apprécié la lecture et j'en ai perçu l'influence, quoi. Je ne trouve pas que c'est étonnant, en fait. Dans les années 80, j'étais très fan d'Anne Clark et Front de 4-2. Qu'en penses-tu? Je connais extrêmement mal ces deux artistes dont je ne suis pas fan. Enfin, je préfère Anne Clark. Hein. Anne Clark, il y a quelques morceaux que j'adore quand même. Je dis ça, mais j'ai répondu un peu vite là. Front de 4-2, grand respect, hein, mais il y a un morceau de Front de 4-2 que je kiffe pourtant. Mais bon, donc lol. Voilà. Team Wayne's World ou Airheads. Oh, Wayne's World, de ouf. Airheads, ça m'a pas trop fait marrer. Enfin, et même, j'étais pas trop sensible au film, enfin à l'esprit, quoi. Team Randy Road ou Zakk Wylde. Oh, donc deux immenses guitaristes de la carrière de Ozzy Osbourne. Alors moi, je vais dire, j'adore les deux. Hein. Je dirais Zakk Wylde parce que voilà, c'est personnel. Je préfère son jeu, son style, enfin voilà. Je le préfère, mais ça veut pas du tout dire que j'ai pas beaucoup aimé aussi Randy Road à l'époque où il était vivant, et avec Ozzy. C'est un peu l'hécatombe en ce moment, encore un cette semaine. Ross the Boss, guitariste de Manowar. Chicken Suit et Dictators, à ce propos, ton avis sur Manowar? Tu dois bien kiffer l'ambiance Conan, mais pas du tout justement, j'ai jamais aimé à cause, enfin pas à cause, hein, parce que j'ai quand même écouté. Mais Manowar, tu sais, enfin pour les jeunes comme moi, c'était un peu la risée, c'est-à-dire que c'était le groupe dont on se moquait quand on voyait les pochettes d'albums, les posters dans les magazines, les mecs ils étaient en peau de bête, torse nu, enfin même pas torse nu, ils étaient en slip, peau de bête avec des épées de Conan, et on les trouvait ridicules. Mais alors, de quel droit? D'autant que nous, à côté de ça, ce qu'on trouvait cool, c'était Poison, quoi, maquillés comme des putes taïwanaises, avec des lycras rose fluo, des écharpes en foufou, enfin laisse tomber, lol. Donc c'était juste une question de mode, en fait, c'est juste que c'était pas la mode, quoi, c'était pas la mode. De toute façon, commençait déjà à être au glam metal à l'époque de Manowar. Après, eux, ils étaient sur autre chose, sur un autre axe. Mais non, j'aimais pas du tout. Le look, je détestais carrément. Puis une nuit, je me souviens, dans l'émission... sur M6 qui passait des clips de heavy metal à 1h du matin, là, je me souviens plus comment ça s'appelait le titre de l'émission. Une nuit, ils ont passé Blow Your Speakers de Manowar, et j'ai trouvé ça jouissif, mais jouissif. Je me suis repassé le clip 1 milliard de fois, parce que moi ce que je faisais c'était tous les jeudis, je crois, à minuit, 1h, et je programmais Magnétoscope et j'enregistrais, même si ça me plaisait pas en fait. C'était juste au cas où il y a un clip juste après qui me plaise pour la voir, parce qu'il n'y avait pas internet ni rien, donc à posséder un clip sur une VHS c'était énorme. Et du coup, je m'étais retrouvé avec ce clip de Blow Your Speakers, et même les basses et tout, oh, c'était... Je trouvais ça génial. Mais après, du coup, j'ai écouté un peu d'autres chansons de Manowar, et non, j'aimais pas. Mais j'aimais pas le reste, quoi. Après, ouais, c'est super triste. Enfin, de toute façon, les mecs, ils tombent comme des mouches. C'est une catastrophe. Enfin, cette année-là... Enfin, et on n'est que en avril. Bordel, ça va être quoi le bilan en décembre? Et c'est fini, c'était la dernière question reçue, sélectionnée pour ce JDV. Je n'ai pas oublié celle que j'avais reçue concernant les Schtroumpfs. Ma collection de Schtroumpfs, que j'avais promis de faire une review devant vous dans ce JDV. J'ai tenu parole, j'ai tourné la vidéo. Il se trouve que là où je pensais que ça prendrait 6-7 minutes, allez, une dizaine grand max, eh bien, j'avais sous-estimé le nombre de Schtroumpfs et ça dure plus de 20 minutes. Non, un peu moins, je crois, un peu moins de 20 minutes, n'exagérons rien. Du coup, j'avais fait exprès de replacer le truc en toute fin de JDV pour ne pas péter les testicules. Restons polis, des enfants qui nous regardent apparemment. À ceux que ça intéressera pas du tout, voilà. Donc si ça vous intéresse, enjoy. Et sinon, j'espère que vous allez bien. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est parti pour le passage en revue des Schtroumpfs que j'ai dans ce sac. Un énorme sac que vous ne voyez pas à l'écran, qui est juste à côté de moi. Comme je n'ai que très peu de souvenirs, enfin et très vagues surtout, des Schtroumpfs que j'avais quand j'étais gamin, que donc normalement j'ai toujours, j'ai décidé de ne pas regarder ce qu'il y avait dedans. Voilà, je trouve ça beaucoup plus marrant, alors pour vous je ne sais pas, mais pour moi oui. De piocher un peu comme dans les tombolas, c'était sympa les tombolas. Donc voilà, donc je vais découvrir en même temps que vous les Schtroumpfs que je vais vous montrer. Et après, est-ce qu'on va les compter? Ouais, pourquoi pas. Alors, je commence. Ah putain. Alors, normalement, je l'ai mis en macro, donc ça devrait, vous devriez bien voir. Un magnifique Schtroumpf qui porte un marteau en bois. Sympa.
Voilà, on espère qu'il est armé de bonnes intentions et que ce n'est pas pour assommer quelqu'un. Alors hop, second schtroumpf. Oh putain, ah bah oui, là sur le truc ça va pas tenir des masses. Ah si, voilà. Schtroumpf donc qui fait de la plongée, de la chasse sous-marine, dirait-on. Et ils avaient des idées quand même. Enfin, et encore, je pense que, enfin, j'ai le vague souvenir de quelques schtroumpfs qui étaient vraiment, vraiment hallucinants. Je sais que j'en ai quelques-uns, enfin de mémoire, qui sont très abîmés, enfin forcément, sachant que la plupart, moi, je les emmenais à l'école. Hein. Donc voilà. Oh, mais c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Je refuse de croire que j'ai demandé ce schtroumpf. Il y en a forcément beaucoup qu'on m'a offert parce que bah, c'est pas cher, ça fait un petit cadeau, voilà, sans se ruiner pour le gamin quand, enfin, dans les années 70 en tout cas, fin des années 70. Du coup, il y en avait, je pense que j'en avais rien à foutre, mais je les ai eus et j'étais quand même content, ça me faisait un schtroumpf de plus, mais là, celui-là, je me vois mal m'extasier en mode putain, j'en rêvais. Oh, mais il manquait. Celui-là, je le reconnais. C'est donc le footballeur ou rugbyman, je ne sais plus. Mais il y avait un ballon, un petit ballon qui était en fait qui se fixait sur la tige là qu'on voit là. Alors est-il dans le sac? Eh ben nous le verrons tôt ou tard. Bon, c'était vraiment, je trouve, très moyen, hein, on va pas se mentir. Oh, celui-là, je l'adorais. Le Schtroumpf qui fait du vélo, je crois bien. C'est même sûr. Avec ses lunettes. Est-ce que j'ai encore... C'était un petit vélo rouge. Le mec est tout ému par ses souvenirs. Peut-être que le vélo, je l'ai toujours. Ça se trouve, il est au fond du sac. Je ne sais pas, parce que je refuse de regarder au fond du sac. Ouais, celui-là, je l'adorais. Alors, celui-là, je l'adorais. C'est celui qui dit non. Voilà. Il dit non. Non, merci. Non, sans façon. Très peu pour moi. Le disque de Daniel Kamura, non, merci. Non, c'est non. Je le kiffe. Et d'ailleurs, on est bien d'accord que ça se voit que je le kiffais parce qu'il est dégueulasse. Il est cradasse. Alors, on est d'accord que c'est le Schtroumpf qui fait du bowling. Bah ouais, moi je trouve. Hein. Putain, il tient bien, même sur le... Ah non. Putain. Mais ferme ta gueule en fait. Ça t'évitera tellement de passer pour un con. Ouïe ouïe ouïe. Oh putain. Je le regarde et j'ai le son dans la tête. Voilà, qui joue du biniou, hein, donc je pense qu'on est tous d'accord. Je trouve écossais. Voilà, en remarquable état, hein, pour son âge. Il me semble que j'en ai un ou deux, alors est-ce qu'ils sont là-dedans, je ne sais pas, que j'ai acheté pour rire, parce que j'ai trouvé marrant, quoi. Dans les années 90, peut-être même fin 90, c'est très rare que je tombe sur des schtroumpfs en vente, tu vois, mais je crois qu'il y en a un ou deux. Il y en a un ou deux que j'ai qui sont pas si vieux que ça, ils ont quand même 30 piges maintenant, mais ceux-là, ils sont vraiment des années 70, donc ça, c'est encore plus, quoi. Le Schtroumpf qui fait la grimace et tire la langue, hein, celui-là, vous ne serez pas étonné d'apprendre que c'était un de mes préférés. Voilà. Ah ouais, putain, ça c'était le Schtroumpf qui faisait de la randonnée. Parce que, oula, reviens. Il avait des bâtons, mais pas des bâtons de ski, donc, hein, juste des bâtons. Et voilà, avec son gros pull, ses chaussures de marche, son magnifique bonnet à pompons. Oh là là, et alors la vérité, c'est que je me souvenais pas qu'il y avait autant de Schtroumpfs, comment dire, improbables quoi, enfin avec des trucs, tu te dis mais qui a eu cette idée en fait? C'est complètement dingue. Ouh, le tennisman avec sa raquette intacte. Alors là, je m'auto-impressionne de l'avoir toujours, et alors surtout, toujours avec sa magnifique raquette qui est même pas cassée. On se rend pas compte de l'âge de cette figurine, je pense. Et celui-là, je le kiffais bien. Je ne sais pas pourquoi, alors que le tennis, j'en ai jamais rien eu à foutre. Ah, sauf quand j'étais enfant, que je regardais les trucs avec André Agassi, mais André Agassi, je kiffais sa coupe de cheveux, c'était surtout, c'était surtout pour ça que je disais, ah ouais, j'adore André Agassi. Et après, il s'est coupé les cheveux, et j'ai dit, ah non, j'aime plus. Voilà. Magnifique Schtroumpf qui joue de la flûte, enfin, c'est de la flûte, je sais plus comment ça s'appelle. Il les joue bien gonflés. Oh là là, ils sont tous plus pourris les uns que les autres, hein. Je me le dis à moi-même, enfin à part quelques-uns. Ah ouais, non, celui-là était cool. Le Schtroumpf Thibaut InShape.
avec son halter. Aïe, aïe, aïe. Alors, le nez a pris cher. Hein. Ouais, le nez a pris cher. Étrangement, alors que l'halter a l'air assez fragile, il est toujours... Ah ouais, c'est fragile ça. Il est toujours intact, enfin, ouais, il est pas cassé quoi. Oh là là là, oh ouais, celui-là je le kiffais bien. Ouais, le Schtroumpf peintre. Mais pourquoi je kiffais en fait? Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc ça c'est le Schtroumpf médecin, on est d'accord, façon Harry Potter. Mais non, c'est médecin tout simplement, avec sa seringue, c'est une seringue géante, hein, on est tous d'accord. Ouais. Alors ça, j'avais totalement oublié. Oh waouh, ah, celui-là, je le kiffais. Ah, celui-là, je l'adorais. Putain, là, ça me fait drôle parce que celui-là, je me souviens vraiment que je le trouvais trop génial. Mais pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. J'imagine que je me baladais en faisant... Voilà. Sublime imitation du vent hein, sous les ailes. Ouh, le grand Schtroumpf. Alors, le grand Schtroumpf d'époque, hein, c'est... Voilà, d'ailleurs on voit bien parce que sa barbe, oh ça va, mais plus très propre. Le grand Schtroumpf, ouais, je le kiffais bien, le grand Schtroumpf, j'avoue. Il est mignon. Ça c'est le Schtroumpf intello, hein, de mémoire, avec son bouquin, son air de tout savoir. Non, alors ce n'est pas du tout cela que ça veut dire. Bon, comme ça. Magnifique. Alors ça y est, je suis dans les imitations, les gars, c'est chaud. Alors ça, c'est donc un Schtroumpf qui est sur une moto invisible, ou alors un tricycle, je ne sais pas. C'est bizarre parce qu'il a... Attendez, il a presque la même... Attendez, hop. Oui, non, il a même carrément la même position que celui-ci. Donc, ouais, voilà. Donc il leur manque leur véhicule. Ah, et le Schtroumpf qui fait un cadeau. Et ça, je me souviens bien. Alors, est-ce que c'est le Schtroumpf amoureux ou le Schtroumpf farceur? Eh ben pour ça, il faudra ouvrir le cadeau pour savoir. Ah, si ça te pète à la gueule, c'est que c'était le Schtroumpf farceur. Ah ouais, le Schtroumpf qui fait du hockey sur glace. Celui-là, je m'en souviens ultra bien. Alors, je l'avais complètement oublié, hein, évidemment. Il lui manque, mais du coup à moi aussi. ça truc de hockey là, je sais qu'on appelle ça. Ah, quand même pas mal, hein. Le Schtroumpf avec un arc et des flèches, je ne sais pas, donc... Voilà, le Schtroumpf qui tire des flèches. Oh, il est bizarre celui-là. Alors, ça, comme vous pouvez le voir, c'est un Schtroumpf qui... Enfin, comme vous ne pouvez pas le voir, c'est un Schtroumpf qui faisait du canoë-kayak, mais il lui manque son canoë. Donc, voilà, je pense à ce clip sec dessus. Voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faisait beaucoup de trucs sportifs, hein, je réalise. Eh ben voilà, encore un Schtroumpf sportif. Putain, lui il tient pas super. Ah si, ça va. Après, sur le coussin incliné, c'est pas génial. Ouh, Pinocchio. Ah, ils ont même fait les doigts en bois. Ça, si c'est pas un truc de sadique. Regardez, les doigts en bois. Il est assez réussi, j'avoue. Enfin, assez réussi. Oui. On va dire ça. Eh bien attendez, ça c'est le ballon que je viens de retrouver du Schtroumpf de tout à l'heure, où je croyais qu'il jouait du rugby. En fait non, c'était du foot. Regardez, hop. Voilà, je viens de lui remettre son ballon. Ah ouais, c'est parti. J'avais visiblement joué avec un feutre. mais il est intact. Il est intact avec son ballon. C'est génial. Ah putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Était-il comme ça d'origine? Je ne sais pas. Alors regardez, c'est un Schtroumpf tout à fait normal qui ne fait rien d'exceptionnel. Mais il a une peinture dorée. Et là, je le dis très sincèrement, elle est fatiguée. Mais j'ai un doute sur le... Non, c'est doré en dessous. Non, ok, d'accord. Donc d'origine, il était doré, ok, visiblement. De toute façon, j'avais pas de feutre doré dans les années 70. Hein, donc voilà, bah, je ne sais pas, le Schtroumpf d'or, peut-être. Que d'un œil très drôle. Suivant. Oh là là. Merde. La Schtroumpfette à roller. Inutile de vous dire qu'on me l'avait offert. Parce que, voilà. J'étais pas très Schtroumpfette hein, quand j'étais petit. Superman cassé. Voilà. Je pense qu'en dessous, il y avait un socle. Parce que vu comment c'est coupé, enfin c'est cassé net, quoi.
Donc je pense qu'il y avait un truc en dessous, mais clairement c'est super Schtroumpf quoi. Le Schtroumpf gardien, enfin ouais c'est ça, je pense. Ouais. Oh magnifique, j'avais pas vu ça, magnifique queue de cheval rouge Ferrari. En- Oh mais encore un Schtroumpf qui fait une grimace, mais putain il ressemble vachement à celui qui tirait la langue tout à l'heure là. Il est où? Ah ouais il est là. Ouais non il ressemble pas vraiment. Enfin, si, il ressemble un peu, mais c'est pas les mêmes, clairement. Pas du tout les mêmes. Le Schtroumpf Boxer. Ah ouais, alors lui, je me souviens très bien qu'il y avait un punching ball sur une planche en bois. Enfin, en bois, lol, en plastique, mais voilà. Et avec un petit ressort et un ballon, et il tapait dedans, boum boum. Enfin, tu tapais dedans. Voilà, inutile, je pense, de chercher le ballon et enfin le punching ball, parce que je pense que je ne l'ai plus. Encore un schtroumpf cassé et sportif. Ah bah là, mais le voilà, c'était lui le rugbyman. Voilà, qui était lui aussi visiblement sur un socle, hein, puisqu'on voit que c'est cassé en dessous. Voilà, schtroumpf rugbyman. Oh, le schtroumpf penseur. Ouais, lui, je le kiffais bien. Voilà, tout pensif, hein, comme un schtroumpf penseur en fait, hein, voilà. C'est tes commentaires, Alex, mais c'est vraiment la qualité. C'est la qualité. Putain, mais il tient pas. Voilà. Oh là 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 là, et c'est toujours pas fini, les gars, hein. Oh, Pierre-Louis, incroyable. Ah, parce que j'adorais, je vous l'ai déjà dit, je crois, à une époque, j'adorais les BD Jean et Pierre-Louis. Et j'avais oublié que je les avais, les deux là. Putain, ils sont en super bon état. Ah, il faudrait que je vois s'il y a l'autre là. Jean. Je tombe enfin, acrobate qui fait le poirier. Et visiblement, vu l'état de son nez, je pense qu'il est tombé plus d'une fois. Est-ce qu'il tient? Bon, bah là il tiendra jamais. Non, il tient grâce à son nez, quoi. Il tiendra jamais, mais je pense que sur une surface vraiment lisse, il tient, j'imagine. Enfin, j'espère. Le Schtroumpf avec des ailes. J'allais dire ange, mais est-ce que c'est vraiment un ange? Je ne sais pas. En même temps, c'est assez réaliste, hein. Oui, oui. Enfin, si tant est qu'un Schtroumpf puisse être réaliste. Celui-là, par contre, je m'en souviens bien. Enfin, je l'avais totalement oublié, mais la mémoire m'est revenue immédiatement. Et oui, je l'avais. Oh bordel, encore un truc de moto, je sais pas quoi. C'est vous, j'en avais trois avec des vélos moto, quoi. Incroyable. Super bon état, mais sans son véhicule à nouveau. Oh là là, les enfants, c'est terrible. Le magnifique Schtroumpf Clown. Franchement, il est magnifique. Si. Bah, si. Enfin, en tout cas, il est en très bon état. Je vous rappelle que c'est des trucs qui datent de. Voilà. Schtroumpf avec une. C'est quoi? C'est une radio. Ah non, attends, c'est un. Il a un micro, donc il est journaliste. Je ne sais pas trop. C'est dur. Ouais, je pense qu'il est journaliste. Le Schtroumpf qui fume la pipe. Un truc qui semble impensable aujourd'hui, tu vois. Je pense que ça passerait jamais aujourd'hui. On va faire un Schtroumpf qui fume. Bah non, non. Bah dans les années 70, ça passait crème. Ouais, pour montrer aux enfants que c'est sympa de fumer la pipe. Le Schtroumpf qui se... Ça me rappelle une anecdote, mais elle n'est pas à mon avantage. Le Schtroumpf qui se prélasse hein, sur une plage, je pense, hein, un truc comme ça. Et lui, il est bien fatigué aussi, mais... Le Schtroumpf qui fait la gueule. Donc lui, clairement, voilà, pas content. Hop. Hein, clairement ronchon. Si vous voulez la vanne sur la pipe, vous avez qu'à me le dire en commentaire. Le grand Schtroumpf déguisé en Père Noël. Avec ses cadeaux, une poupée, et là je vois pas ce que c'est. Une trompette? C'est pas très clair. Ouh, Johan et Pierre-Louis. Ouh, ah ouais, lui c'est un de mes préférés. Parce que c'est mon histoire préférée. Le Schtroumpf cosmonaute. J'adore cette histoire. Et eux, enfin, je trouve ça trop mignon.
Enfin, dans l'histoire, quoi. Donc, mais lui, ouais, lui c'était vraiment un de mes favoris. Peut-être même mon préféré, je crois. Le Schtroumpf de la flamme olympique. Oh là 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 là. Un Schtroumpf. Je me demande si c'est pas un cosmonaute, mais enfin un cosmonaute, ouais, avec un. Parce que là, je vois sa combinaison, je comprends pas ce qu'il il fait pas grand chose en fait. Je me demande si à l'origine il n'avait pas un petit truc en plastique transparent que j'aurais cassé ou perdu, ou les deux. Oh, le Schtroumpf noir. Enfin, le Schtroumpf de couleur, quoi. Ouais, lui, je le kiffais aussi. Le Schtroumpf noir, ça a été censuré depuis, du coup, ou pas? Si, je sais pas. Je me rends pas compte. Ça se trouve, c'est interdit aujourd'hui à la vente. Le Schtroumpf qui joue du tambour. Du tambour, hein, pas de la batterie, du tambour. Ah bah encore un Schtroumpf qui fait des cadeaux. Ah non, mais lui par contre, on voit bien à son air benet qu'il est amoureux. Lui, c'est vraiment c'est je t'aime. Voilà. Oh, Satan, le Schtroumpf diable. Le Schtroumpf diable, voilà, je crois que c'est un que j'ai acheté bien plus tard, fin des années 80 peut-être. Mais je n'étais plus un enfant, ça c'est sûr. Je crois que je l'ai vu, et il m'a trop fait rire et je l'ai acheté. Il y en a un ou deux comme ça. Mais ah ouais, je suis presque certain. Oh, mais ça c'est le. Attendez, j'ai retrouvé le canoë du canoë kayak là. Et voilà, nickel, comme neuf. Avec son petit canoë. Magnifique. Alex Spielberg. Ah, je crois que j'ai presque tout fait. Oh putain, non mais là, ça y est, là je retrouve plein de trucs en fait. Ça c'est la truc de hockey. Attendez, je l'allumais. Voilà. Putain, je suis en train de. En fait, au fond du sac, il y a des ustensiles quoi. Rien. Ah ouais, si, clairement, voilà. Oh, encore un Schtroumpf footballeur, mais il est différent celui-là. Il était où l'autre? Ah bah il est là l'autre. Ouais, c'est pas du tout les mêmes. Ouh, le roi. Le roi Schtroumpf. Le roi des Schtroumpfs, pardon. Magnifique. Totalement, comment dire, enfin, dans un état qui me surprend moi-même, hein, très, très franchement. Putain, mais en fait, franchement, je pensais que ça allait durer 10 minutes, grand max. Je me suis totalement sous-estimé. Le Schtroumpf qui mange une glace. Mais attendez, je l'avais pas dit. Mais si, voilà. Regardez, c'est trop bizarre. J'avais celui-ci tout à l'heure. Et là, il y a son sosie. Mais avec la bécane. Roue arrière. Rodéo urbain. Oh là 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 là. Alex, qu'allons-nous faire de toi? Ah voilà, et là j'arrive vraiment tout dernier, je le sens bien que le sac est quasi vide. Le Schtroumpf bricoleur avec un énorme marteau. Alors c'est marrant, ouais, parce que c'est pas du tout le même genre de marteau que voilà, celui-là. Lui, il est épuisé d'ailleurs, on voit bien. Il a sa petite goutte de transpiration. Et ah bah voilà, ah bah ça je crois bien. Non, c'est même pas, je crois, je suis sûr. C'est le plus récent que j'ai acheté, mais bon, c'était quand même dans les années 90. Hein. Je passe devant un truc et je vois des Schtroumpfs, ça me fait rire. Et je vois un loup-garou. Et je me dis, mais non, mais ça y avait pas quand j'étais gosse, c'est trop génial. Et bon, comme les Schtroumpfs, ça coûte que dalle. Hein, et je l'ai pris. Donc voilà. Le Schtroumpf loup-garou. Un petit peu les boules. Hein. Alors, Gargamel. Alors, Gargamel, c'est évident qu'on me l'a offert parce que c'est évident que j'en voulais pas. Hein, ça, je peux vous le dire. Mais en même temps, maintenant, je suis super content d'avoir Gargamel. Bah, oui, parce que si t'as les Schtroumpfs et que t'as pas Gargamel, il te manque un truc quand même. Ernest. Ernest et Bart que j'adorais. Alors c'est bizarre que j'ai que Ernest et pas Bart. C'est nul. C'est trop nul. Oh mais attendez. Oh là là, il y a plein de bordel au fond du sac les gars. Mais c'est chaud. Hein. Alors attendez parce que je viens de retrouver un truc qui est démonté, donc il faut que je le remonte. Et voilà, incroyable. Le vélo était, enfin le tricycle était au fond, démonté mais complet, intact. Oh ah non, alors là vous n'êtes pas prêts. Ah, voilà, vous avez reconnu ce que c'est. Maintenant il faut que je retrouve le boxeur. Hop.
Et voilà. Voilà, exactement comme je vous avais dit. Boum. Chut. Putain, je me souvenais bien, n'empêche. Hein. Je vous avais bien décrit le truc. Hein. Bah ouais, magnifique mémoire d'éléphant. Boum, boum, boum. Putain, je suis quand même impressionné qu'en fait, c'était pas pété, mais démonté, c'est tout. Et voilà, et c'est fini. Putain, ça a duré 1000 ans, les gars. Mais c'était un sacré voyage. Attendez, je vais vous dire combien on en a. Alors, j'ai compté un peu rapidement, donc à un ou deux près, 56. C'est beaucoup. 56 schtroumpfs, putain. Et nous voici sur un nouveau numéro du magazine Actua Ciné. Figurez-vous que j'en ai récupéré une petite brochette. Donc voilà, moi je suis super contente de me replonger là-dedans. J'espère qu'il y en a parmi vous à qui ça fait pareil. Et puis pour d'autres, que c'est un peu retour vers le futur du passé des vidéos clubs, quoi, tout simplement. Qui veut la de Roger Rabbit et Crocodile Dundee 2. C'était clairement les deux événements du mois d'octobre 1988 dans les vidéoclubs français. Et pour le reste, on va voir immédiatement. Magnifique publicité pour pas le mal, enfin sauf que là c'est donc ouais, le tabac à rouler, ok. À bout de course de Sidney Lumet, je l'ai vu mais je ne m'en souviens pas. Mon ami le traître, je vois très bien ce que c'est, mais je ne l'ai pas vu celui-là par contre. L'ours de Jean-Jacques Hano que j'avais énormément apprécié, mais je crois bien que je ne l'ai vu qu'une seule fois dans ma life, et c'était donc à sa sortie au cinéma à l'époque. Donc un avis qui a pris la poussière, on va dire. Faudrait que je le revoie, mais franchement, c'est pas dans mes urgences du moment, tu vois. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Chef d'œuvre, je surkiffe ce film, c'est absolument génial. Et d'ailleurs, ça me fait penser au truc avec le coyote, là. Acme, je sais plus quoi, là, qui devait sortir, puis finalement a été abandonné, puis plus personne n'en voulait, et finalement il a été racheté, et là, je crois même qu'on a une date. Je suis très impatient de voir ce film qui mélange prise réelle et animation avec le coyote. Capri, je n'ai jamais entendu parler de cette marque de clope. La main droite du diable de Costa Gavras, ouais, j'ai vu. Je crois que c'était très bien. Très dur, mais très bien. Double page de publicité. Putain, mais c'était rare une double page de pub dans ce magazine-là. Pour caisse d'épargne écureuil. On est d'accord que ça n'existe plus du tout, ça. Avec Philippe de Dieuleveux, enfin un de ses élèves, qui fait une magnifique cascade. La nuit bengali, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Pelle le conquérant, je ne sais pas ce que c'est non plus. Oh là, c'est le feuilletage de la honte. On m'a entendu et on m'a récompensé. Rambo 3, que j'ai longtemps mésestimé, j'ai envie de dire. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, ça m'avait tellement déçu par rapport à Rambo 2. Je parle pas du 1 parce que Rambo 1 c'est un sublime film dramatique minimaliste. Enfin, c'est un chef-d'œuvre du 7e art et vraiment je pèse chacun de mes mots. Rambo 2, je vénère ce film popcorn qui est comme on dirait un porno sans fesses quoi. Enfin, je sais pas, c'est vraiment le plaisir coupable quoi. Mais j'adore ce film et je trouve qu'il a d'énormes qualités, Rambo 2, hein, vous m'avez bien entendu, mais on est, c'est l'antithèse, complètement dans le traité, dans le ton, tout quoi, du premier Rambo. Et la Rambo 3, je sais pas, j'avais trouvé que c'était chiant, voilà. Et puis au fil des ans, je l'ai revu parce que Stallone, je revois quand même très régulièrement ses films. Dans ma vie, hein, je me refais pas tout Stallone tous les mois quand même, pas déconner. Et à chaque fois que j'ai revu Rambo 3, je l'ai trouvé un peu mieux que la fois précédente. Et au final, aujourd'hui, c'est un film que j'aime beaucoup, que je trouve notamment très très drôle. Mais alors vraiment à l'écriture, mais les punchlines, mais les vannes dans ce film, mais ça hurlait de rire. Donc j'aime bien ce film, ouais, voilà, je l'aime bien. Et puis comment dire, t'avais des degrés d'exigence aussi à l'époque que t'as revu à la baisse depuis. Un film pas comme les autres, Michael Jackson, Moonwalker, sorti en France le 14 décembre avec Énergie, la plus belle radio. Voilà, Moonwalker, voilà, je vous en ai parlé en long, en large, en travers depuis que j'ai ma chaîne. Pas vraiment un film, donc moi j'étais quand même déçu, je me souviens très bien à sa sortie, même si c'était ultra jouissif, parce que voilà, un montage de séquences où quand t'es fan de Michael, c'est quand même fabuleux, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de passages de ce film qui n'en est pas vraiment un, qui sont devenus ultra cultes, à commencer par évidemment tout le passage Smooth Criminal, etc. Mais moi-même Speed Demon, enfin bon, bref, ça aurait mérité d'être beaucoup mieux. Mais voilà, c'est comme ça. Crocodile Dundee 2, moi j'avais adoré Crocodile Dundee, le premier. Le 2, de ma mémoire, c'était excellent aussi, j'avais énormément kiffé. Je l'ai par contre pas revu depuis une éternité, mais au moins 30 ans quoi. Ouais voilà, depuis que c'est sorti, enfin j'ai en train de réfléchir, c'est les boules. Encore une double page pour les baskets Adidas.
En tournage, les liaisons, les liaisons dangereuses, voilà, magnifique. Hein. Tintin relié, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Les Gauloises blondes. Donc, là, par contre, c'est les allumettes. Hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Interview entretien avec Ron Shelton, réalisateur de Bull Durham. Putain, je vois pas ce que c'est, mais c'est vraiment très 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 gênant en fait ce feuilletage où tu étales ton inculture. Et on arrive au détail des sorties, mais c'est pas très 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 intéressant. Et voilà, et là, putain, je viens encore des allumettes. C'était le numéro de publicité pour les allumettes. Je pense qu'ils étaient tous mis d'accord chez Philippe Maurice. Allez, on va faire allumettes. Et c'est vrai que la vente d'allumettes rapportait une fortune, mais c'est tellement drôle. Voilà, et là par contre, non, là c'est les vrais clopes. Extra mile. Et on va s'arrêter là.